Bien, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce 8e, je crois, ou peut-être 9e mardi de la chirurgie. Je vous rappelle que les mardis de la chirurgie sont organisés par la Fondation de l'Académie de chirurgie, qui a été créée maintenant il y a bientôt 3 ans, qui a beaucoup souffert pendant ces dernières années, comme tout le monde d'ailleurs, de cette pandémie Covid, ce qui fait que nos événements se sont un peu limités à nos mardis de la chirurgie, parce qu'on arrivait à les faire en Zoom, ce qui est le cas encore ce soir. Je voudrais remercier tous les orateurs que je vous présenterai tout à l'heure et vous rappeler que la Fondation de l'Académie de chirurgie a été créée pour soutenir l'excellence de la chirurgie française et en particulier les travaux qui sont diffusés par son académie, qui elle-même est un regroupement des 13 spécialités chirurgicales et qui est très ouverte à toutes les spécialités, qu'elles soient parfois médicales, et c'est une des objets dont on pourra peut-être parler ce soir, ou purement chirurgicales, comme son nom l'indique. La Fondation, elle, a pour but de diffuser ce savoir et de le faire connaître à un plus grand public, à des politiques, à des instances de décision, pour essayer de faire connaître les progrès de la chirurgie française. Nous avons eu la chance l'année dernière de faire également, en collaboration avec l'Académie, les rencontres internationales de chirurgie francophone qui ont le mérite de faire connaître cette chirurgie au-delà de nos frontières. Et on espère que cette fondation, progressivement, aura les subsides nécessaires pour faire vivre cette dynamique de la chirurgie française. Après avoir vu les accidents vasculaires cérébraux, après avoir vu les problèmes de surcharge pondérale, après avoir vu les problèmes ophtalmologiques avec notre prix Nobel Gérard Mourou, qui est président de notre comité d'honneur, nous avons décidé ce soir de faire une soirée consacrée aux varices. Pourquoi avoir choisi ce thème? Parce que c'est une maladie, en tous les cas c'est une morbidité qui est très répandue dans la population et que peut-être les gens négligent de se faire traiter de cette pathologie parce qu'ils en ont peur, parce que ça a nécessité jusqu'à présent des interventions qui pouvaient sembler lourdes, parce que ça nécessitait le port de bandages après ces interventions, parce que ça obligeait parfois de ne pas faire de sport, etc., etc. On y reviendra tout à l'heure. Et c'est dans cet esprit qu'on a voulu inviter ici les membres de la Société française de phlébologie et dont le président, je crois, le secrétaire général, le président d'honneur, pour essayer d'évoquer la prise en charge en 2022 des varices, des membres inférieurs au sens large. Je remercie également ici, il prendra vraisemblablement la parole tout à l'heure dans la discussion, notre président actuel de l'Académie nationale de chirurgie, le professeur Albert-Claude Benamou, lui-même chirurgien vasculaire, lui-même ayant sûrement opéré dans sa vie de très nombreuses varices. Je ne vais pas dire que les varices étaient le pain quotidien d'un certain nombre de chirurgiens vasculaires, mais je crois que ceci a complètement changé. C'est dans cet esprit qu'on a voulu absolument faire cette journée, la Fondation a voulu faire cette journée pour montrer au plus grand nombre d'entre vous quelle était l'évolution. Comme je le dis souvent au début de ces mardis, je souhaite personnellement, et toute l'équipe le souhaite d'ailleurs, que ces mardis soient très interactifs, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter, ceux qui sont en ligne, à avoir des questions. Il y a le chat qui est ouvert, vous pouvez tout à fait nous poser des questions et qu'il y ait des échanges avec vous tous et que ce soit le plus dynamique possible. Donc j'ai à ma droite le professeur Mathieu Josselin, qui est président de la Société française de phlébologie, qui enseigne donc à Paris-Sorbonne Université et qui nous fait la gentillesse de venir de la région de Nantes, je crois, ce soir, pour animer avec moi ce débat. Alors je vais tout de suite lui donner la parole et on va très vite commencer cette réunion. Je vous donne donc la parole, Mathieu, et je crois que le premier orateur, c'est Monsieur Frédéric Vin, mais je vous laisse le présenter et vous donner le plan un peu de cette soirée. Très bien. Tout d'abord, moi je voulais réitérer et vous remercier de nouveau, professeur Villet, de nous accueillir en fait à la Fondation de l'Académie de chirurgie pour cette belle soirée autour des varices, qui est un sujet qui nous touche, puisque autour de la Société française de phlébologie, nous traitons essentiellement de ce sujet. Bien entendu, je tenais à remercier également le professeur Mar, Philippe, vice-présidente, et le professeur Albert-Claude Benamou, président de l'Académie de chirurgie, qui nous porte dans la Société française de phlébologie depuis des années et des années. Voilà, donc on va aborder cette soirée en 4 parties. 4 thématiques. La première thématique sera abordée par le docteur Frédéric Vin. Alors, le docteur Frédéric Vin, c'est l'ancien chef du département en fait de phlébologie de l'hôpital Notre-Dame du Mont-Secours à Paris, qui a été également l'ancien médecin de l'hôpital américain de Paris, président d'honneur de la Société française de phlébologie dont je viens de parler, et qui est directeur du diplôme universitaire que nous connaissons bien de phlébologie et médecine Sorbonne Université, qui va nous parler d'un thème important, quelles sont les causes des varices. Dans un deuxième temps, nous aurons l'intervention
l'intervention du professeur Sophie Blaise, qui est un membre éminent qui est intervenu dans la construction de la médecine vasculaire et qui en a fait ce qu'elle est aujourd'hui. Cette spécialité, ça a été un long combat pour aboutir à une reconnaissance en tant que spécialité. Elle est membre du conseil d'administration du Collège des enseignants de médecine vasculaire. Elle est coordinateur local avec mention pathologie médicale du diplôme régional IPA. Elle est également responsable du DU technique avancée en phlébologie et responsable du DU plaie et cicatrisation. Le professeur Blaise abordera le diagnostic et la classification des varices des membres inférieurs. Puis interviendra mon collègue Nicolas Néaume, qui est secrétaire général de la Société française de phlébologie, médecin vasculaire et phlébologue interventionnel à la clinique Pasteur de Toulouse, et qui abordera l'évolution sur un siècle environ des traitements des varices. Et je terminerai cette session par les fake news en phlébologie. Donc je vais laisser la parole à notre éminent docteur Vin, et qui va commencer par le point sur les causes des varices. Voilà. Bien. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, mes chers collègues, on doit aborder donc ce sujet de la cause des varices. Mais avant de parler vraiment de la cause des varices, il est important d'aborder quelques problèmes fondamentaux concernant les définitions. En ce qui concerne une varice, la définition, c'est une dilatation permanente et sinueuse d'une veine d'un membre inférieur dont le calibre est généralement supérieur à 3 mm. Et il faut bien le distinguer de ce que vous voyez sur les diapositives de droite, qui sont des veines réticulaires et des télangiectasies. Tout en sachant que des veines réticulaires et télangiectasies peuvent être associées aux varices, mais les veines réticulaires et télangiectasies sont parfois isolées, n'ayant qu'un retentissement inesthétique, sans aucune évolution vers des troubles trophiques. La pathologie veineuse est très très fréquente puisque le HAS en France a évalué en 20 à 35% de la population générale, soit environ 20 millions de sujets atteints d'une maladie veineuse superficielle ou de varices post-thrombotiques. Les varices sont donc plus fréquentes dans les pays industrialisés que dans les pays en voie de développement et beaucoup plus fréquentes chez la femme du fait d'une influence hormonale que chez l'homme, puisqu'on retrouve environ 80% de varices chez la femme par rapport à l'homme. Ces veines apparaissent généralement à la puberté, majorées au cours des maternités et évoluant progressivement sous une forme d'une maladie chronique, le plus souvent asymptomatique. Qui est responsable de cette importante présence et fréquence des varices dans la population générale? Eh bien, ce serait Napoléon Bonaparte. Pourquoi? Eh bien, dans les années 1999, le Bureau national sur les prescriptions et la consommation des médicaments a estimé qu'il y avait environ 4 milliards de francs de dépenses de santé concernant la pathologie veineuse, incluant les vénotoniques, les soins d'ulcères de jambes et les interventions. À l'époque, en 1999, il y avait 300 000 strippings par an qui représentaient la première intervention. Aujourd'hui, maintenant, c'est devenu la cataracte, mais c'est pour dire que la fréquence de cette pathologie est vraiment très importante. Alors pourquoi Napoléon Bonaparte? Eh bien, tout simplement, après avoir fait une enquête sur cette fréquence des varices qui serait 5 fois plus importante en France que dans les autres pays de l'OCDE, on s'est aperçu que les officiers recruteurs de Bonaparte récusaient et réformaient les candidats à l'armée et à la Grande Armée par la présence de varices, car Napoléon voulait absolument des soldats qui marchaient. Et donc, les soldats qui sont restés et qui avaient des varices ont été géniteurs et ont développé une pathologie veineuse qui est devenue de plus en plus fréquente dans la population générale, et sachant qu'il y a eu environ 1 million de tués pendant les guerres napoléoniennes. Alors, quels sont les facteurs de risque de cette pathologie? Bien, avant tout, c'est l'hérédité. Ça a été montré par une étude de Patrick Carpentier à Grenoble avec André Cornuténard, qui a montré que lorsque un des parents est atteint de varices, les enfants ont 45% de chances d'avoir des varices. Et lorsque les deux parents sont atteints, les enfants ont 90% de chances d'avoir une insuffisance veineuse superficielle.
Et puis, nous l'avons dit, il y a une influence hormonale du fait de l'influence sur un terrain prédisposé des estrogènes et des progestérones qui entraînent une vasodilatation du système veineux superficiel chez la femme et chez le sujet en position debout. Et puis, il y a des facteurs de risque secondaires, comme les stations debout prolongées et la sédentarité avec la fonte musculaire. Et nous verrons pourquoi la sédentarité joue un rôle néfaste. Alors, pour revenir au sujet, quelles sont les principales causes des varices? Il y a trois principales causes. D'une part, les varices primaires, les varices essentielles, une maladie héréditaire qui n'affecte que le système veineux superficiel. Et puis, il y a les varices secondaires à la thrombose veineuse profonde, à la phlébite, car nous le verrons, après une thrombose aiguë, il y a une dilatation des veines superficielles par l'apparition d'un réseau de suppléance. Enfin, dans 5% des cas, 3% des cas, il y a des varices qui rentrent dans le cadre d'angiodysplasie, c'est-à-dire de malformations veineuses ou artério-veineuses découvertes dès la naissance et qui apparaissent et qui se développent au cours des années. Alors, juste un petit rappel anatomique pour bien comprendre qu'il y a deux systèmes veineux au niveau des membres inférieurs, un système veineux profond, en bleu foncé, qui est satellite des artères et qui est situé dans les loges musculaires aponévrotiques, musculo-aponévrotiques. Et puis vous voyez en superficiel un réseau veineux qui est le réseau des veines grande saphène et petite saphène, d'où viennent les varices qui se dilatent parce que ces veines superficielles ne sont pas protégées par les aponévroses et les loges musculo-aponévrotiques. Et c'est à partir de là que se développe l'insuffisance veineuse superficielle. Alors, comment se fait le retour veineux? Le retour veineux se fait par l'intermédiaire de deux systèmes fondamentaux. Le premier, vous le voyez à droite, c'est le système valvulaire, car il existe à l'intérieur des veines des petits dispositifs anti-reflux qui font que lorsque le sujet est en position debout, le sang ne reflue pas jusqu'au niveau de l'extrémité du membre et ça facilite le retour du sang dès qu'il y a une contraction musculaire. Et le deuxième phénomène fondamental que vous voyez à gauche, c'est la pompe musculaire du mollet, que l'on appelle le cœur périphérique, et qui permet à chaque contraction d'entraîner une systole veineuse avec une éjection du sang qui, par le jeu de ces masses musculaires, arrive à regagner le cœur droit. Si nous parlons des varices essentielles, retenez que la physiopathologie de ces varices primaires est relativement complexe. Elle fait appel à de nombreux phénomènes histochimiques complexes, mais retenez qu'il s'agit simplement d'une maladie du collagène. En fait, il semble exister sur un terrain prédisposé un phénomène d'hypoxie qui entraîne un trapping des globules blancs, c'est-à-dire une agrégation des globules blancs au niveau de la paroi veineuse, et ces globules blancs pénètrent à l'intérieur de la paroi en entraînant une réaction inflammatoire qui altère les fibres collagènes et les fibres élastiques qui sont le tissu de soutien de la paroi veineuse. Et puis également, il y a une prolifération des fibroblastes, ces fibroblastes qui produisent justement le collagène et l'élastique et les fibres élastiques, et une synthèse des métalloprotéinases qui ont été bien identifiées et mesurées chez les sujets variques. Donc, cette pathologie veineuse sur un terrain prédisposé génétiquement est en rapport avec une altération. Quelles sont les conséquences? Eh bien, les conséquences, comme vous voyez sur cette photo, c'est une altération et une distension liée à la pesanteur et l'anomalie de la paroi avec apparition des varices. Et je voudrais vous montrer juste une petite image vidéo d'endoscopie pour vous montrer l'aspect d'une valvule altérée. Ceci est une endoscopie veineuse où on introduit un endoscope dans une paroi et vous voyez ici l'aspect de la valvule qui est totalement dégradée et qui ne joue plus son rôle anti-reflux. Et ceci est relativement fondamental pour expliquer la dégradation elle-même de la paroi veineuse.
Les varices peuvent également se voir au décours d'une thrombose veineuse profonde, au décours d'une phlébite. Comme vous le voyez à gauche, la thrombose veineuse profonde, c'est la formation d'un caillot dans une veine profonde, au niveau d'un lit valvulaire le plus souvent. Et à droite, sur une image d'échographie, vous voyez une occlusion avec une échogénicité d'une veine fémorale, l'artère étant en rouge, et en bas, vous voyez la veine qui est occluse. C'est le moyen d'en faire le diagnostic. Ça, c'est à la phase aiguë. Que se passe-t-il à moyen ou à long terme? Il y a deux possibilités lorsqu'il y a une thrombose dans les mois qui suivent cet événement thromboembolique, une fois même un traitement réalisé par des anticoagulants. La première possibilité, c'est qu'il n'y ait pas de recanalisation de la veine profonde et que vous ayez un aspect fibreux. Et dans ce cas, le sang est obligé de prendre une voie de dérivation par le réseau veineux superficiel via les veines perforantes, entraînant ainsi une dilatation des veines superficielles et l'apparition de varices. La deuxième possibilité, c'est qu'il y a une fibrinolyse et une recanalisation de cette veine profonde, comme vous le voyez sur le schéma de droite, mais il y a également une dégradation de la paroi veineuse profonde, mais également une dilatation des veines superficielles, entraînant donc un reflux du sang dans les deux réseaux veineux profonds et superficiels. Quelles sont les conséquences de ces reflux? Les conséquences, c'est une destruction du système valvulaire, un reflux toujours en position debout du réseau veineux profond et dans le réseau veineux superficiel, et surtout une augmentation de la pression veineuse périphérique. Et cette augmentation de la pression veineuse périphérique a des retentissements sur la microcirculation au niveau du membre inférieur et au niveau de la peau, car il y a une perte des échanges sanguins, essentiellement au niveau du capillaire, avec une extravasation d'eau et d'électrolytes, ce qui explique l'édème, une extravasation de globules rouges, ce qui explique la pigmentation liée au fer situé dans l'hémosidérine, et également une exhavation de fibrine ayant pour conséquence tous les troubles trophiques que vous pouvez voir ici présents. C'est donc très important en conclusion de dire qu'un diagnostic sur une maladie aussi fréquente doit être porté précocement afin d'avoir comme objectif d'éviter une évolution vers l'apparition de troubles trophiques qui ont un retentissement socio-économique très très élevé, et ceci pour traiter le plus précocement possible cette maladie qui évoluera inexorablement vers des complications. Et je laisserai donc le professeur Blaise vous parler du diagnostic clinique et de la classification de cette pathologie qui est la classification CEAP. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Vin. On va donc donner, comme vous l'avez dit, la parole à Monsieur Blaise. Mais j'en profite, je ne pensais pas qu'on poserait une question. J'ai juste deux questions parce qu'après, on n'en reparlera pas. Vous avez parlé de l'hérédité, et c'est une question un peu scientifique, mais comme on est quand même... Est-ce qu'on a, dans ce cadre de l'hérédité, démontré déjà les gènes responsables? Juste pour une information, parce que vous savez qu'on va dans quelques années demander à nos bébés de faire un composante génétique dès la naissance. Donc je voudrais savoir où on en est en matière de varices concernant les anomalies génomiques. Première question. Et puis après, je vous demanderai quand même une question, parce qu'on en reparlera peut-être plus tard, mais vous avez parlé des œstrogènes et des progestérones. Peut-être qu'on en parlera au traitement, je laisse Monsieur Vin décider. Est-ce que Monsieur Josselin décider? Peut-être qu'on pourra parler de ménopause, de traitement hormonal et des varices chez les femmes. On aura peut-être quelque chose à dire là-dedans. On le fera tout à l'heure, si vous voulez bien, au moment du traitement. Vous voulez déjà répondre à cette question? Est-ce que c'est pas bien de prendre la pilule pour les varices? Il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées avec un comité Dunlop dans les années 70 qui a montré que les pilules mini-dosées n'avaient plus d'effet et de conséquences ni sur la maladie thromboembolique, ni sur le développement des varices. Par contre, les premières pilules et les traitements hormonaux, par exemple pour les cancers de la prostate il y a un certain nombre d'années, étaient responsables, même chez l'homme, d'une aggravation de la pathologie veineuse avec apparition de veines réticulaires, de télangiectasie et d'édème. Donc il y a incontestablement une influence hormonale. Quant aux problèmes génétiques, malheureusement, les varices n'intéressent pas beaucoup le CNRS. Et c'est bien dommage, car j'ai toujours pensé que les progrès viendraient de l'histochimie, de la recherche fondamentale et de la recherche génétique.
Bon, alors s'il y a des chercheurs, c'est pas le public qu'on recherche en général ici à la Fondation, mais n'hésitez pas à vous mettre dans vos laboratoires pour explorer. Mettez-vous en relation avec la Société française de phlébologie pour essayer d'avoir un déterminisme génétique, enfin génomique plus exactement, des varices des membres inférieurs. Écoutez, je m'excuse d'avoir pris la parole et on passe donc la parole, si Monsieur Jocelyn en est d'accord, à Madame Blaise, que je remercie encore au nom de la Fondation d'être parmi nous. Vous avez le micro, on essaye de partager, je pense que tout va se faire. Tu peux rappeler qui est... Voilà, donc on va laisser la parole au professeur Sophie Blaise qui va nous parler du diagnostic et de la classification des varices des membres inférieurs. Donc Sophie, on te laisse la parole. Si tu Bonjour. Bon, c'est parfait. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Parfait. Est-ce que vous voyez bien la première image de mon diaporama? C'est parfait aussi. Voilà. Eh bien, bonjour à tous et merci de me laisser l'opportunité de prendre la parole sur ce thème. Merci de me laisser parler de Grenoble. Donc, je suis donc médecin vasculaire à l'Université Grenoble-Alpes et je suis missionnée pour vous parler ce soir de la classification et du diagnostic des varices des membres inférieurs. Vous allez voir, ça va être bien complémentaire, je pense, par rapport au premier topo que vous a fait professeur Vin. Donc, parmi toutes ces images, tous ces patients ont de l'insuffisance veineuse et finalement, le challenge, c'est quand même de s'y retrouver par rapport à la problématique notamment de la gravité. Et c'est ainsi que nous avons besoin en fait de certaines classifications pour s'en sortir. Vous voyez ici des formes avec des varices superficielles. Sont-elles graves? Sont-elles symptomatiques? Là, il faudra poser la question aux patients. Là, on voit déjà l'atteinte discrètement cutanée avec un érythème de peau. Là, on voit le début d'une ouverture cutanée. Et enfin, on l'a dit, ça peut arriver d'évoluer vers des complications sévères, comme là, un ulcère veineux important. Donc, pour s'y retrouver parmi toutes ces formes, tant pour les patients que pour les praticiens, il existe une classification qui s'appelle la CEAP. Je vais un petit peu vous la détailler au travers de diverses illustrations. Donc là, vous avez le fait que le C correspond au terme de clinique, et donc c'est visuel. Vous avez de C1 à C6 les différents stades qui expriment en quelque sorte la gravité et l'évolution vers ce qu'on ne voudrait pas voir, l'évolution en C6 d'un ulcère ouvert de jambe. Au préalable, vous avez donc quelques télangiectasies ou veines réticulaires, on vous en a parlé. C2 définit la varice avec un diamètre supérieur à 3 mm. Ensuite, à partir de C3, C4, C5, C6, vous avez une atteinte de la peau, avec tout d'abord un œdème en C3, et ensuite des atteintes cutanées plus sévères, avec des formes de pigmentation, telles que vous le voyez ici, avec des formes d'eczéma possibles, ce qu'on appelle des hypodermites, avec une sclérose de la peau, et enfin, on l'a dit, l'ulcère. Alors, pourquoi des classifications? Il faut faciliter la communication entre les médecins, entre les scientifiques, entre les patients. Il faut essayer de graduer la sévérité de la maladie. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, il faudrait essayer de favoriser la recherche en permettant la comparaison des résultats dans différentes études. Donc, l'idéal, c'est que la classification elle puisse intégrer les différents problèmes identifiés chez les patients en intégrant le problème du pronostic en même temps que l'étiologie et si possible pour se projeter bien sûr vers la prise en charge thérapeutique. Donc je vous l'ai dit, CEAP, c'est la clinique, le E ça veut dire étiologie, le A anatomie, le P physiopathologie. C'est comme ça qu'on peut utiliser cette classification assez simple si on se cantonne en fait du C, et puis on peut aller de manière très poussée additionner cette classification avec l'étiologie, l'anatomie, la physiopathe pour avoir en fait une cartographie des différents patients avec une position, une classification unique. Alors, on en revient au cœur et l'intérêt de tout le monde et des patients, c'est pourquoi prendre en charge les varices. Le premier point, il ne faudra jamais l'oublier, c'est l'insuffisance veineuse peut être symptomatique, il y a différents symptômes, qui peut aller jusqu'à des douleurs ou voire l'ulcère. Et c'est le premier argument pour prendre en charge un patient et c'est le motif de sa demande. Le deuxième point, et ça c'est plus la vigilance du médecin, c'est le risque d'atteinte cutanée avec le survenu de l'ulcère et on l'a dit, des complications socio-économiques, financières, etc. Et c'est pour ça que cette CEAP, elle a discrètement évolué et vous voyez
sur cette illustration le fait que ça a l'air presque de rien, en tout cas c'est beaucoup moins prononcé qu'un ulcère, mais vous avez ici l'illustration d'une corona phlebectatica. C'est le nom bizarre qu'on attribue en fait à cet aspect clinique qui est localisé au niveau à l'intérieur de la malléole, au niveau de la cheville, avec cet aspect de mapping et de télangiectasie, varicosité jusqu'à la varice à cet endroit, et qui est vraiment spécifique de ce qu'on appelle la corona phlebectatica. Alors pourquoi est-ce qu'on a rajouté ça? Et vous avez pu le voir, ça s'est intégré non pas comme une télangiectasie en C1, mais ça s'intègre maintenant en C4, donc c'est beaucoup plus grave. Parce que lors d'études ici à gauche longitudinales, c'est-à-dire le suivi des patients dans le temps, là de 1971 à 1982, dans des études cas témoins, donc à un instant donné, on a essayé de faire le lien entre les facteurs de risque qui pouvaient être déterminés ou prédéterminés à dire pour tel patient, alors que cette varice a l'air de rien, eh bien non, vous êtes à risque de faire un ulcère. Et il en ressort que c'est vraiment cette corona phlebectatica qui est vraiment un facteur de risque de survenue d'ulcères, tantôt dans l'étude longitudinale ici à gauche, tantôt dans l'étude cas témoin, vous voyez parmi d'autres caractéristiques comme l'œdème qui ne ressortait pas. Alors, voici une autre illustration, un détail de cette étude longitudinale. Il y a peu d'études de cette envergure par rapport au suivi long. Vous avez donc en 1971 un certain nombre de patients qui étaient classés soit C0, C1, soit C2 dans la colonne de droite. Et vous avez le suivi de ces patients. Alors, je vais juste décaler mes petites images des patients, voilà, pour mieux vous détailler le tableau. Et vous voyez que si les patients étaient classés C0, C1, qu'ils n'avaient pas de corona, eh ben, au niveau C4, il y avait seulement 4% des patients qui évoluaient en C4, alors que si ils étaient classés C0, C1, mais qu'ils avaient déjà une corona, eh ben, le risque montait à 42% d'être en C4. Vous avez cette même différence de risque en termes de risque de passer en ulcère ouvert ou cicatrisé, C5, C6, qui passe de 0,1% à 2%. Pour les patients qui étaient classés C2, vous avez à nouveau le fait que s'ils n'avaient pas de corona, le risque était de 9%, j'ai envie de dire seulement, ce qui est déjà important en C4, et de 57% s'ils avaient une corona. Le risque passait de 0 à 1% dans cette étude si le patient était C2 et soit n'avait pas de corona, soit avait une corona. Bref, avec ces éléments qui ont mis du temps donc à être démontrés, clairement, il y a une modification récente de la classification à l'histoire de la médecine. Une nouvelle classification en 2020, c'est très récent, c'est l'apparition dans les tableaux d'avoir quelques petites subtilités, dont ce C4C de corona phlebectatica. Le nouvel élément aussi important, c'est qu'on distingue les patients maintenant qui ont des varices récurrents, classés C2R, et les ulcères récurrents, qui sont beaucoup plus difficiles à traiter que les premiers ulcères et qui vont être classés C6R. J'en passe maintenant à comment faire le diagnostic pour élaborer une meilleure définition, caractérisation des patients. L'examen, on l'a vu, il est déjà clinique, mais bien sûr, il ne suffit pas. Il faut bien entendu interroger le patient et voir la cohérence des symptômes. Et ensuite, il y a l'écho-doppler, qui est l'examen incontournable pour objectiver le reflux veineux au niveau des différentes valvules dont vous a parlé professeur Vin. Donc là, vous avez la caractérisation en fait de la persistance d'une colorisation, des dilatations variqueuses après une chasse veineuse. L'examen est bien entendu réalisé debout, complet, sur l'ensemble des réseaux anatomiques profonds et superficiels. Une autre illustration, c'est donc la visualisation de ces valvules et du potentiel reflux. Donc, dans le cas normal, vous avez le schéma de gauche avec une étanchéité et une fermeture complète des valvules, alors qu'en cas d'évolution, par exemple, varice essentielle, vous avez une dilatation des veines, un écartement des valvules qui fait que, en conséquence, il y aura un reflux. Reflux donc, qui est visualisé sur l'image dynamique à droite avec le sang qui reflue et les valvules enclappées.
À l'issue de l'examen, le médecin vasculaire va vous faire une cartographie. Ça ressemble à peu près à ça. Il y a différentes cartographies possibles avec différents schémas, mais il y a des consensus utilisés par les médecins vasculaires où là, vous voyez visuellement la corrélation avec debout ce patient avec des varices au niveau postérieur et le schéma, la conclusion de la cartographie du médecin qui va établir la présence de reflux à telle localisation, à quelle dilatation, c'est-à-dire là, vous avez le diamètre des varices observées qui sont notés. Un autre point important, c'est vraiment le problème des symptômes. Bien sûr, je vous l'ai dit, on traite d'une insuffisance veineuse qui est symptomatique et il est important de bien interroger le patient pour être sûr que les symptômes qu'il a sont corrélés à la maladie. On a finalement un manque de corrélation entre le fait d'avoir des varices et d'être sûr que ces varices soient responsables de symptômes. On le voit dans certaines études ici qui montrent qu'avec l'âge, on a des varices plus fréquentes, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, avec, on l'a dit, une prédominance féminine, mais que ces symptômes ne sont pas forcément plus fréquents avec l'âge et donc ne sont pas forcément proportionnels à l'importance de ces varices. Un autre point que je pense très important, qui rejoint le problème étiologique, c'est vraiment la mise en évidence dans cette nouvelle classification en 2020 qu'il existe des causes intrinsèques mais également extrinsèques à l'insuffisance veineuse. En effet, on vous l'a dit, dans les étiologies, il y a des varices héréditaires, il y a des varices, ou plus exactement de l'insuffisance veineuse liée à des conséquences post-thrombotiques, et il y a tout un vivier d'insuffisance veineuse, et je vais en parler notamment lié à l'insuffisance cardiaque et à la sédentarité, et plus exactement l'obésité, qui sont maintenant mieux valorisées par la revendication que réellement on a un ESE et ESI qui sont les étiologies secondaires. Ainsi, je vous ai listé ici le fait qu'au travers de modifications hémodynamiques locales ou systémiques, comme l'hypertension veineuse induite par l'obésité, l'insuffisance cardiaque, certains syndromes notamment de congestion pelvienne, d'autres étiologies comme des compressions extrinsèques, on a réellement le fait que certains patients peuvent avoir une insuffisance veineuse alors même que l'écho-Doppler ne voit pas forcément une anomalie valvulaire. C'est ça le point important. Et comme vous le savez, l'obésité est vraiment un problème de santé publique et avec la reconnaissance de l'insuffisance veineuse fonctionnelle chez les patients obèses, on a une revendication et valorisation des symptômes des patients, notamment obèses, dans l'insuffisance veineuse. On appelle ça l'épidémique of phlebesity qui sans doute va arriver avec cette valorisation. Donc ça, c'est cette classification qui, au-delà de juste rajouter un E, change en fait la philosophie avec, au lieu de juste dire l'insuffisance veineuse est responsable de toutes ces anomalies, on a aussi maintenant le fait que des patients avec d'autres pathologies fait que ils vont avoir une insuffisance veineuse qui vont être conséquentielles, victimes d'autres pathologies et on ouvre un petit peu l'esprit. Alors l'obésité, on l'a dit, elle est établie comme facteur de risque, elle est connue, là vous avez plusieurs études qui sont plus à démontrer, que ce soit chez nous, en Europe de l'Est, bien entendu, avec des taux de plus de 30% en Europe de l'Est, mais également qui avoisinent plus de 20% à chaque fois en termes de fréquence. Le point important concernant ce nouvel aspect chez les patients obèses, c'est que généralement, on a une sous-estimation de l'insuffisance veineuse fonctionnelle, notamment chez le patient obèse, c'est mal connu. L'autre chose, c'est que l'écho-Doppler est plus difficile chez un patient obèse, vous avez les chiffres ici. Et puis enfin, pour vous convaincre s'il en était besoin, c'est que la chirurgie bariatrique a montré une amélioration sur les symptômes de l'IVC, avec parfois une nette régression, si elle était démontrée, du reflux veineux après une chirurgie bariatrique. Je passe ensuite à l'anatomie, CEAP, nous en sommes à A, avec quelques modifications, mais je ne vais pas rentrer dans les détails pour dire que grâce à cette classification, on peut aller vraiment dans du très détaillé avec toute l'anatomie après l'écho-Doppler sur l'ensemble des veines pour que tous les médecins vasculaires et chirurgiens vasculaires puissent communiquer ensemble et savoir de quoi il s'agit.
Pour la physiopathologique, ben oui, il nous faudrait peut-être des études génomiques, comme on l'a dit, mais pour l'instant, pas de modification. On en est à juste de la physiopathologique pouvant distinguer les mécanismes de reflux, les mécanismes d'obstruction ou les mécanismes associant le reflux et l'obstruction. En conclusion, on l'a dit, les varices concernent une large population. Alors ici, j'ai mis 48%, c'est peut-être un petit peu élevé, c'est peut-être de l'ordre de 30%. Les symptômes veineux sont également fréquents, mais attention, ce qui peut ressembler à une symptomatologie d'insuffisance veineuse n'est pas forcément corrélé à la présence de varices, mais peut-être quand même à de l'insuffisance veineuse, notamment fonctionnelle. Et vraiment, ce qui nous importe tous, c'est le risque et la complication ultime de l'ulcère, avec tout ce qui est lié à la douleur, au handicap, au coût des soins. La deuxième conclusion, et ça sera ma dernière dia, c'est que les récentes modifications et évolutions de la CEAP 2020 intègrent la corona phlebistatica. Et le message simple qu'on peut dire aux patients, c'est que si vous avez des signes de ce genre au niveau des chevilles, parlez-en à votre médecin, même si vous n'avez pas l'impression de souffrir des jambes, pas l'impression d'avoir des symptômes d'insuffisance veineuse, ni l'impression d'avoir de vraies varices. Que les grandes modifications sont vraiment l'intégration de causes extrinsèques dans l'obésité, dans cette CEAP, avec le problème de l'étiologie. Et ça élargit le cadre de la phlébologie, à la fois sur les plans diagnostiques, mais aussi thérapeutiques, avec, quand il n'y a pas de traitement radical, une prise en charge globale, rééducative, via notamment des programmes d'éducation thérapeutique. Je vous remercie et je suis donc ouverte aux questions. Merci beaucoup. Je demande à ceux qui sont en ligne s'ils ont des questions qu'ils viennent sur le chat. Sinon, moi, je crois que vous avez répondu un petit peu au problème des jambes lourdes qui sont souvent pour un objet de consultation, enfin souvent une demande et j'allais vous poser une question, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Je laisse à mon voisin si il en parle tout à l'heure. Il y a eu, et on en a évoqué tout à l'heure ça avec Napoléon, les phlébo-toniques, les tisanes, etc. Est-ce qu'on peut améliorer la sensation des jambes lourdes déjà et comment est-ce qu'on peut les rattacher finalement à une pathologie variqueuse? Et puis ma deuxième question qui va un peu avec, c'est finalement à qui on demande un Doppler? Je crois que si j'ai bien compris, quand on veut faire une classification CEAP, on est obligé de faire un écho-Doppler puisqu'on aura les réponses aux questions EAP uniquement finalement par l'écho-Doppler. C'est exact. Hein. Comme je l'ai dit, au niveau du C, c'est clinique. Donc là, un médecin généraliste, un médecin clinicien peut faire le C. Par contre, au niveau notamment de la présence du reflux et du mécanisme pour éliminer les séquelles de thrombose, pour objectiver des reflux, pour avoir la mécanistique, tout le reste, l'écho-Doppler et l'examen premier est incontournable. Et si j'ai bien compris, on en a parlé tout à l'heure, mais les téléangiectasies sont à rattacher aux varices sans être vraiment à rattacher aux varices, parce que ça peut être aussi pas une maladie cutanée, mais comment est-ce que finalement il est légitime, et donc vous allez peut-être me répondre, parce qu'on va peut-être en parler au traitement, est-ce qu'il est légitime chez une femme qui se plaint, par exemple, puisque c'est plus fréquent chez la femme, mais de jambes lourdes, qui a quelques téléangiectasies, de lui dire, écoutez, on va vous explorer, si j'ai bien compris, on va vous faire un écho-Doppler, il n'y a pas de maladie veineuse profonde dessous, enfin veineuse profonde, pas profonde, mais il n'y a pas de maladie valvulaire et les classifications EAP sont pas importantes. Si c'est rien, il y a des téléangiectasies. À quel moment peut-on les traiter sans que ce soit une véritable pathologie variqueuse? On va peut-être en parler tout à l'heure, je sais pas, mais c'est une vraie question quotidienne, si vous en dehors du problème esthétique. À quel moment on dit que c'est purement esthétique, madame, ou à quel moment on dit c'est peut-être mieux vous traiter, madame, parce que ça risque de s'aggraver après? Est-ce qu'on peut déjà répondre par la classification CEAP? Alors, si la question m'est adressée, mais sans doute qu'on reviendra sur les symptômes, clairement, là où on zoome, c'est le fait que l'examen clinique complet est incontournable et que parfois des patients vont venir sur une demande, notamment, vous l'avez dit, esthétique, par exemple au niveau des cuisses, et qu'il faut l'examiner entièrement parce que si à ce moment-là, vous découvrez une corona, l'indication médicale de traitement médical est portée puisque le risque va être sur l'ulcère veineux. Après, le problème, c'est plus l'intégration dans les symptômes et là,
je ne sais pas si on peut détailler ça, mais c'est vrai que la difficulté, c'est parfois d'avoir une symptomatologie un peu frustre et qu'il convient bien entendu d'avoir un interrogatoire complet pour être sûr que les symptômes vont être reliés à l'insuffisance veineuse. Si on n'est pas convaincu, à ce moment-là, on se retrouve devant une insuffisance veineuse asymptomatique et si c'est un stade donc juste C1, il convient pour moi de ne pas traiter d'un point de vue médical et ça relève de l'esthétique. Soyons clairs. Est-ce que quand on a une corona phlebectica, est-ce qu'on doit faire attention aux chaussures qu'on met? Alors, on doit toujours faire attention aux chaussures qu'on met. Parce que moi, vous savez, j'examine beaucoup de jambes et de pieds. Et donc, à l'hôpital, on voit beaucoup de patients avec des ulcères, mais aussi avec beaucoup de problématiques dermatologiques de plaies. Et de toute manière, on insiste, et on l'a dit, le professeur Vin l'a dit, dans la mobilité, dans le mollet. Il va falloir être actif. J'insiste également, moi, sur la cheville et sur la mobilité de cheville. Donc, en fait, si on veut lutter contre la sédentarité, il faut savoir bien marcher. Alors, je ne sais pas si votre question était vraiment sur est-ce qu'on a le droit de porter des hauts talons pour limiter l'insuffisance veineuse. Mais grosso modo, on va être extrêmement vigilant dans le problème de chaussage des gens et à veiller à ce que tout soit fait pour favoriser, en fait, la pompe musculaire et la mobilisation de la cheville. Je vais vous poser une dernière question, puis après je vais donner la parole. Et quid des chaussettes de contention actuelles qui sont pour faire du sport, qui sont pour éviter d'avoir les jambes lourdes, parce que c'est pas bien d'avoir de l'œdème, c'est désagréable. Est-ce qu'on est bien? Et puis vous savez que les chirurgiens, on est souvent debout. Et quelle est un peu votre impression clinique? Et est-ce que c'est un bon conseil de donner aux patientes l'idée d'acheter des bas de contention Alors, il y a évidemment le côté médical, mais maintenant il y a de plus en plus dans le commerce. Et notamment, je vois des sportifs courir dans le bois de Boulogne avec des chaussettes spéciales. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Est-ce que c'est logique? Et je suppose qu'à Grenoble, vous avez plein de montagnards. Est-ce qu'ils mettent des chaussettes pour monter? Est-ce que c'est mieux ou pas? Ça améliore le retour veineux ou c'est une vue commerciale? Alors, écoutez, est-ce qu'on est vraiment objectif dans la réponse? Je crois qu'au niveau des études, c'est clairement pour l'instant insuffisant par rapport aux chaussettes de récupération, hein, c'est le terme. C'est-à-dire on essaye de bien distinguer ce qui va être de l'ordre de la compression médicale thérapeutique, donc directement prise en charge, quand il y a une prescription médicale et a priori de l'ordre de la prescription, le médecin va faire que des prescriptions médicales de compression. Et ce ne sont pas ce qu'on appelle des chaussettes de récupération. Alors, il y a différents types en plus de chaussettes, hein. Il y a celles qui sont à mettre pendant l'effort et la plupart, en fait, sont à mettre après l'effort. Donc, il va falloir savoir aussi de quoi on parle dans ce type de compression, en fait, de confort ou du sportif. Alors, ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas améliorés. Ça veut juste dire que le niveau de preuve de ces chaussettes de sportifs, on va dire, ou de récupération, n'ont pas un niveau de preuve pour l'instant démontré par rapport à l'évolution et l'impact sur l'insuffisance veineuse à plus long terme. Voilà. Je pense que c'est ce qu'on peut dire d'un point de vue scientifique. Le principe et le rationnel est clairement différent, hein. C'est une différence entre une compression dégressive ou progressive de la cheville jusque sous le genou. Monsieur Albert-Claude Benamou va vous poser une question. Oui. En fait, je veux revenir sur une question qu'a posée Richard et qui a été introduite par Frédéric. Est-ce que ou non les télangiectasies et varices sont un signe d'une insuffisance veineuse superficielle? Est-ce que c'est lié, puisque c'est dans la classification CEAP? Est-ce que vous considérez que ça fait partie d'un ensemble syndromique qui est de la même lignée, de la même nature? Alors, je pense que oui, il y a quand même un aspect graduel que retient la CEAP en intégrant la C1 et la C2 et voilà, a priori de C2 à C3. Après, on distingue quand même l'insuffisance veineuse de la maladie veineuse, si c'est ça spécifiquement votre question. C'est-à-dire qu'effectivement, on reconnaît quand même un groupe à part quand on rentre dans une maladie veineuse avec les atteintes dermatologiques à partir de C3. Voilà. Donc, il peut y avoir effectivement des patients, et on ne connaît sans doute pas tout, qui restent au stade C1, et ça, on le sait, et qui ne basculeront par contre jamais. Donc, il n'y a pas l'évolution linéaire inéluctable.
Bien, c'est parfait. Merci. J'en profite pour vous féliciter et vous remercier parce que votre présentation de l'évolution de la CEAP, c'est très important. On a vu l'extension dans différents domaines de compréhension et comme on va le voir maintenant avec les exposés suivants, il est tellement important de bien comprendre cette physiopathologie pour pouvoir imaginer des traitements efficaces et vraiment justifiés. Moi, j'ai juste il y a une question par le chat, ben on y va, oui. Bonsoir, quelles sont les recommandations pour ce type de patient lors de déplacement en avion? Oui, c'est la prévention donc des phlébites en avion. On va écouter quel est le conseil de la médecine vasculaire en général. Monsieur, qui veut répondre? Vous voulez répondre ou monsieur Jonin veut répondre? Allez-y. Allez, Sophie. Sophie. Le problème, c'est que là, la question reste quand même très floue, puisqu'effectivement, tout va dépendre du type de patient. Est-ce que le patient a déjà présenté des thromboses veineuses? Est-ce que le patient a des grosses varices? Est-ce que le patient, si vous voulez, il faudrait que la question soit un peu plus précise, si vous voulez. Je vais quand même vous dire une chose, parce que ayant été pas mal dans les aéroports, ayant même participé aux médecins, c'est une des complications les plus fréquentes à la sortie des avions, les phlébites des membres inférieurs. Et donc je vous pose une question beaucoup plus simpliste. Je ne vais pas dire mon âge, mais je prends l'avion, je vais à New York, je suis cette année de Paris du tout et j'ai pas une place à faire, je suis en timbre. Est-ce qu'il est logique de mettre des bas à varices ou de me faire une injection de calciparine au départ? À votre avis, non? Moi, je pense que si vous n'avez jamais thrombosé, je ne ferai pas d'injection de calciparine, mais par précaution, si vous avez une insuffisance veineuse, j'aurais tendance à me mettre une paire de compression veineuse classe 2, puis voilà. Mais bon, ce serait, je ne sais pas ce que... Il n'y a pas de recommandation officielle de la Société française de phlébolologie. Non, vous avez thrombosé ici, mais si vous n'avez pas thrombosé... Et les femmes sous pilule? Non plus, elle n'a pas thrombosé. En fait, le risque, il doit vraiment, si je peux me permettre, il est vraiment, voilà, d'où la difficulté de répondre, à prendre en compte sur le risque global. Donc, le premier risque, et on l'a dit, il y a les thromboses et pas les thromboses. Un antécédent de thrombose doit faire évaluer non pas le fait de mettre des chaussettes ou pas, mais le fait d'avoir une protection médicamenteuse d'anticoagulants. Et c'est vraiment l'anticoagulant qui va réellement protéger de la thrombose si quelqu'un est déjà à risque de thrombose. S'il n'a jamais thrombosé, le risque il va être additionnel et au même titre que bien bouger dans l'avion, évaluer la durée de l'avion, parce que si vous allez à New York, comme vous l'avez dit, c'est pas la même chose que si vous faites Paris-Nice quand même, et donc de bien boire, et éventuellement de rajouter une chaussette de contention grade 2, et ça va être l'ensemble de ces mesures hygiéno-diététiques et contention qui va faire que vous allez limiter votre risque. Le risque, je pense qu'il ne peut pas être évalué en une question c'est noir ou blanc en fait. Frédéric Vin veut rajouter quelque chose. Oui, je voudrais dire que le syndrome de la classe économique existe, et d'ailleurs il n'existe pas que dans la classe économique, il existe également en première. Il y a énormément d'études qui ont été faites essentiellement par des Danois sur des centres de formation pour les aviateurs, et on a fait même des prélèvements sanguins pour montrer qu'il y avait une augmentation de la fibrine, qu'il y avait une augmentation de la perméabilité capillaire, qu'il y avait une déshydratation due à la ventilation dans la cabine, avec une augmentation de la température locale, et que incontestablement ça majorait les risques de thrombose, surtout chez les sujets prédisposés. Donc je crois que avant tout, le port d'une compression de classe 2 est un moyen d'éviter déjà l'édème, car je ne sais pas si vous avez fait des voyages sans avoir de varices, mais dès que vous faites 12 heures de vol, il y a forcément un édème des chevilles, même si le sujet est sain, et a fortiori, chez le sujet prédisposé avec des varices ou antécédents de thrombose veineuse profonde, parfois on se pose la question d'un traitement préventif par des NACO, par exemple des anticoagulants oraux directs. Voilà. Alors, je pose une question, puis après on va donner la parole à Monsieur Virac qui veut dire un mot. Moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que un œdème important peut, par compression, entraîner un trouble artériel?
C'est ce qu'on appelle la phlegmatia cerulea de Lens. Là, c'est la phlébite bleue. C'est ça que vous pensiez? C'est-à-dire là, on est vraiment sur une phlébite qui est... Là, on est vraiment sur un stade très très avancé où vous allez avoir un retour veineux sur une phlébite majeure qui va générer un œdème tel que vous allez avoir une compression artérielle, mais on est vraiment sur un stade... Bon, je vois que Patricia est très contente de la réponse pour l'avion, donc je vous souhaite un bon vol, madame. Et je donne la parole à Ronald Virag. Ronald, vous nous entendez? Monsieur Virag, le micro. Il a levé la main, il est là, mais... Ronald, tu nous entends? Oui, très bien. Vas-y. Et vous m'entendez? Parfait. Oui, eh ben j'ai fait une fausse manœuvre, mais je vous écoute avec beaucoup d'attention. Comme tu le disais, Richard, on a notre âge, et moi, ce que je voulais dire simplement, c'est que toute la journée, je porte des bas de contention. Voilà. J'avais peur que tu me dises je prends des anticoagulants et que tu allais faire un accident vasculaire cérébral, ça m'aurait beaucoup embêté. Non. Mais excusez-moi, j'ai fait une fausse manœuvre. Mais tout ça est passionnant. Voilà. Voilà, on va, s'il y a peu de questions, puis on n'en a plus, on va enchaîner sur peut-être les deux dernières présentations. Finalement, elles vont se compléter un petit peu, peut-être d'une manière peut-être plus factuelle avec Nicolas qui va nous parler des 100 ans d'évolution de traitement et moi je vous ferai les fake news en phlébologie. Nicolas, je te laisse la parole sur un siècle de traitement en phlébologie. On va remonter de loin. Alors, Nicolas Néaume est donc chirurgien vasculaire et donc médecin vasculaire. Voilà, pratiquant éventuellement de la médecine vasculaire qui peut être un peu interventionnelle. Et il travaille à la clinique Pasteur à Toulouse et il va donc nous raconter l'histoire du traitement des varices des membres inférieurs. Cher Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues, merci pour cette invitation. Je suis ravi de venir vous parler de 100 ans de traitement vasculaire et je ne résistais pas à l'idée, en venant ici, de vous parler de ce pays de variqueux que nous sommes. Mais Frédéric Vin vous a tout expliqué avant moi. C'est l'avantage et les avantages du direct. Ma première diapositive était aussi sur Napoléon. Du coup, je vous engage, je vais faire le pitch du livre, je vous engage à lire ce fabuleux livre de Jean-Noël Fabiani, du professeur Fabiani, professeur émérite, chirurgien cardio-thoracique parisien et fabuliste, sur lequel il raconte pas mal d'histoires au fil de l'eau et surtout. Et voilà, je ne sais pas si grâce à cette histoire on pourra compléter la fameuse chanson « Si je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Si j'ai des varices, c'est la faute à Napoléon. » Mais on ne sait pas trop. Donc, je vais plutôt vous parler maintenant du traitement de 100 ans de varices. Et avant de vous parler des 100 dernières années, je ne résiste pas à l'envie de vous dire ce qui s'est passé quand même depuis l'Égypte ancienne. Je parle sous couvert de Michel Perrin, qui a été et qui est toujours à la retraite, un grand chirurgien spécialiste dans la veine et qui avait fait tout cet écrit sur le traitement des varices depuis l'Antiquité, que ce soit dans le MC ou dans le phlébolymphologie. Sachez que ça a commencé, les premiers écrits datent de l'Égypte ancienne. Le papyrus d'Hébert était clairement opposé à la chirurgie des varices, en disant que si tu examines un gonflement de vaisseau, tu ne mettras pas une main sur telle chose. Donc, on peut imaginer qu'à l'époque, il n'en faisait rien. Hippocrate lui-même, dans l'époque gréco-romaine, ne recommandait aucun traitement des varices, tout au plus une ponction, éventuellement une compression, mais avait déjà remarqué, attention, si vous faites des ponctions, vous avez des risques des incisions, des risques d'ulcères. Aurelius Cornelius Celsus, quelques années avant, contemporain de Jésus-Christ, probablement est un des premiers à avoir opéré des varices, il faisait avec une avulsion, des avulsions avec un crochet, comme on fait aujourd'hui, avec probablement quelques différences, notamment au niveau de l'anesthésie, puisque le fameux Caius Marius, tyran romain, n'avait pas voulu se faire opérer sa seconde jambe après avoir été anesthésié au vin rouge. Il avait trouvé ça quand même très très douloureux, et le mal et le résultat, le remède était pire que le mal. Enfin, Oribasius de Pergame
quelques temps plus tard, rédige un document byzantin très intéressant où on voit qu'il y a encore quelques données pertinentes. Préférer la résection des veines à leur ligature qui peut engendrer de nouvelles varices, raser, laver le membre à l'eau chaude avant de l'opérer. Quand le membre est encore chaud, marquer les varices, on fait des cartographies toujours en position debout à la peau, réséquer les veines de la jambe en celle de la cuisse, ça maintenant on fait plutôt le contraire, sauf dans l'asval, et extraire les caillots, l'hématome par compression du membre opéré. C'est ce que font les chirurgiens depuis des années avec les compressions post-chirurgie. Aetius de Amida était le premier à avoir proposé la ligature des veines variqueuses, et enfin Paul Dégine a ajouté à la ligature des phlébectomies. Enfin, les Arabes, vous le voyez, faisaient des veinages de façon bien détaillée par Abou al-Qasim Khalaf Anbas. Au Moyen-Âge, on avance un peu. Guy de Chauliac, qui entre autres avait soigné 4 papes, on ne sait pas trop. Mais enfin, il avait fait un traité surtout sur les ulcères et lui-même cautérisait les ulcères et les varices avant qu'on ne sache qu'il y avait un lien entre les deux. Ceci avait été repris par Ambroise Paré 200 ans plus tard, 17e et 18e siècle. C'est plus le siècle où on comprend un peu comment se passe la physiologie, la circulation veineuse. Schulthess commence à fabriquer ses propres crochets. Pierre Dionis suit, pour l'Académie royale, de chirurgie royale, suit un peu ce qui se passe. Mais n'oublie pas de dire que la ligature de la veine pouvait être cruelle et douloureuse et suite fâcheuse. Voilà. Enfin, on arrive au 19e siècle. Je passe rapidement sur cette histoire. C'est le siècle de la sclérothérapie. C'est le siècle de Pravas, que tout le monde connaît, éminent chirurgien lyonnais qui fait fabriquer par les établissements Charrière la première seringue en argent de 3 cm de longueur et 5 mm de diamètre, plutôt utilisée dans le cadre des anévrismes artériels avec injection de perchlorure de fer. Mais ses contemporains, dont Joseph Pétréquin, le suivent et font les premières injections intraveineuses. Au début, assez décrié, puisque vous voyez que Wechsner décrit sur 411 injections en Allemagne, rapporte 18 cas de gangrène localisés. Voilà, sur le plan technique, la chirurgie des varices continue à exister et l'arrivée de Trendelenburg et Moore vient nous expliquer qu'on va faire des ligatures de plus en plus proches de la crosse pour aboutir à la crossectomie. Alors, qu'est-ce qui se passe au XXe siècle? Et maintenant, j'en arrive à mes 100 ans de traitement. Il faut savoir que la chirurgie des varices repose au début sur 2 concepts. Un concept général. Une chirurgie à ciel ouvert se résume le plus souvent par une résection des organes ou des tissus malades, dans la mesure où leur ablation n'entraîne pas un taux de mortalité ou de complications excessifs et permettrait ultérieurement une survie du patient. Dans la mesure où on a vu que les veines superficielles ne sont pas indispensables pour amener le sang au cœur, on peut imaginer que leur exérèse est donc possible. Un autre spécifique aux varices, on a ce premier, l'autre spécifique aux varices, c'est dire la maladie variqueuse, elle va de haut en bas, et donc la chirurgie classique à ciel ouvert comporte des ligatures, des jonctions, une résection des troncs veines plus ou moins étendus et les tributaires pathologiques. Le XXe siècle, c'est le siècle du stripping en chirurgie. Depuis Babok, en 1903, il a fallu 100 ans pour arriver aux nouvelles indications, sclérothérapie mis à part. La nouveauté par rapport aux anciens, c'est quoi? C'est le stripper. Finalement, le stripper, on l'introduit dans la veine, qui soit rigide, ou on fait un stripping par invagination. Enfin, tout ça, on arrache la veine, on fait une incision au pied, une incision à l'aine pour faire une crossectomie, on passe le stripper et puis finalement, on arrache tout de façon simple. Ceci pendant 100 ans, ceci en hospitalisation, sous anesthésie générale et avec, si vous regardez les écrits, une moyenne de 3 semaines d'arrêt de travail. Vous imaginez donc le coût que cela représente pour
la société qu'a représentée pour la société française. Il y a eu quelques petites évolutions du stripping, notamment une par René Milleret en 1989, mais qui revenait à peu près à la même chose, c'est-à-dire qu'il mettait un stripper, il glaçait, la veine se collait dessus, il arrachait tout. Ceci continuait toujours sous anesthésie générale, toujours ces problèmes d'hospitalisation et autres. Enfin, en 2004, Denis Créton, qui vient de reprendre sa retraite et qui a fait énormément de chirurgie de varices et énormément bien pour la chirurgie des varices, a été un des premiers à faire ce qu'on appelle maintenant les strippings sans crocectomie et sous tumescence, à l'image de ce qu'on, je vais vous parler après, de ce qu'on fait maintenant en ablation thermique. Probablement une voie à explorer aussi. Donc en résumé, le stripping, ça a été 100 ans. 100 ans, sous anesthésie générale, en ambulatoire, en hospitalisation et avec une moyenne de 3 semaines d'arrêt de travail, avec une compression derrière pour les patients. Alors, qu'est-ce que nous avons à côté de ça? Il y a la sclérothérapie. La sclérothérapie, je vous l'ai dit, c'est Pravaz au 19e siècle qui est un truc. Puis, en 1939, arrive la première mousse sclérosante par Macosland. Et en 1993, Cabrera et Alain Monfreux, en France, développent la sclérose mousse. Comment ça marche, cette sclérose? En fait, c'est simple. Il suffit de prendre un cathéter, une seringue, et d'injecter un produit qui est ou liquide ou qu'on peut faire mousser dans la veine. Ceci va permettre d'avoir un épaississement de la paroi. La paroi devient fibreuse, on va avoir un cordon fibreux et la veine sera traitée, on ne la verra plus. Vous le voyez sous le schéma d'en bas qu'on va faire une sclérothérapie de haut en bas. On va traiter d'abord la partie proximale vers la crosse et puis on va descendre doucement. Pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est simple, ça peut se faire au cabinet, en ambulatoire strict, c'est à la portée de tout le monde, tant s'il a été éduqué à le faire. Il vous faut 2 seringues, une petite aiguille, un échodoppler, puisque maintenant ça se fait absolument sous échodoppler pour aller repérer votre veine et être sûr d'injecter votre produit dans la veine, dans la varice à traiter. Ça se fait en quelques minutes. Vous voyez que nous avons des tableaux sur lesquels on va traiter les veines en fonction des diamètres. On va savoir exactement quel dosage et quelle quantité je vais devoir mettre. Donc, un traitement simple qui peut se faire au cabinet, en ambulatoire strict, sans arrêt de travail derrière, mais qui malheureusement a une efficacité immédiate, mais qui à long terme n'a peut-être pas l'efficacité attendue des autres techniques. Donc fort de ça, on a développé, je m'excuse, je vais trop vite, vous voyez ici c'est une image échographique d'une récidive variqueuse où il est assez facile d'aller piquer directement sous échographie dans cette récidive plutôt qu'aller chirurgicalement où ça devient très difficile et de satisfaire le patient. Pour pallier à cette technique de sclérothérapie qui est facile, efficace, mais peut-être pas si efficace dans le temps où il faut revenir et revenir, ont été développées des techniques depuis le début des années 2000 d'ablation thermique. Alors l'ablation thermique, c'est quoi? C'est du laser, de la radiofréquence ou de la vapeur, mais les trois vont avoir exactement la même efficacité. Là, on va aller directement traiter la paroi veineuse à l'intérieur, je vais vous montrer, et on va faire une nécrose coagulation de la paroi qui va mener une fibrose, puis une rétraction de la veine. Vous voyez que entre le moment où Einstein élabore la théorie de l'émission stimulée, le début des lasers, les premiers lasers, traitement par laser est arrivé en 1999, et la radiofréquence, elle est en 2000, alors que les premières électrocoagulations pour traiter des varices a été faites en 1846. Enfin, René Milleret, encore lui, après le cryostripping, nous propose en 2007 la vapeur. Alors, vous voyez ici, nous avons pour faire ça des générateurs qui vont nous amener au bout d'une sonde, soit une onde de laser, soit de la radiofréquence, soit de la vapeur d'eau. On fait ça de façon très simple, en ambulatoire, dans un bloc opératoire.
Le patient arrive à pied, repart à pied. Il n'y a pas d'arrêt de travail derrière en général. Ça se fait sous anesthésie locale pure. On n'endort strictement que la veine. On pique la veine avec un cathéter. Au travers de ce cathéter, on va monter ce qu'on appelle une sonde d'introduction et un introducteur. Et au travers de cet introducteur, on va faire passer ou un laser, ou une radiofréquence, ou une sonde de vapeur. Une fois que ça est en place, on va faire une anesthésie uniquement de la veine. Le patient va rester réveillé puisque dans tous ces problèmes-là, on peut toujours avoir des problèmes, notamment neurologiques, et il faut qu'on soit en contact avec le patient pour qu'il nous dise si ça brûle, s'il ressent des paresthésies, et on va pouvoir brûler tranquillement la veine de bas en haut. Et voilà. À la sortie, le patient repart en marchant chez lui, avec ou pas une compression veineuse, sans pour autant avoir une anticoagulation obligatoire qui se fera en fonction des antécédents. Cette technique est développée depuis 2000 et il faut savoir que maintenant c'est remboursé par la CCM depuis maintenant quelques années et est en train de remplacer de façon prépondérante la chirurgie à ciel ouvert classique. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis 2013, et c'est Almeida qui a fait la première étude sur l'homme, c'est la colle. Alors la colle, c'est comme on fait la même chose qu'avec un laser ou une radiofréquence. On introduit un diffuseur de colle à l'intérieur de la veine, vous le voyez là à droite sur la photo, et il n'y a qu'une piqûre, après on n'a plus besoin de faire de tumescence, et on peut larguer de la colle depuis la crosse jusqu'en bas de la varice, ici, sans se soucier des nerfs environnants, puisqu'on ne va plus avoir cette problématique thermique du risque neurologique. Pour être tout à fait complet, il faut que je vous amène sur des nouvelles techniques qui pour l'instant ne sont pas remboursées en France, qui sont des techniques hybrides. C'est notamment le MOCA, développé, dont la première publication est de Van Meckeren en 2011. Là, c'est un mélange d'agression mécanique de la paroi veineuse avec de la sclérose. Le but pour eux, c'est se dire, on va prendre l'efficacité de la sclérose, on va abraser la veine, et on va être plus efficace. C'est pareil, il faut cathétériser la veine, il n'y a pas d'anesthésie générale, c'est en ambulatoire, c'est rapide à faire, et avec des résultats qui commencent à être prometteurs, mais pour l'instant qui ne sont absolument pas remboursés. L'avenir, peut-être, c'est le Sonoven. Alors, je sais que quand on parle ça au grand public, ça fait plaisir, parce qu'on voit une photo ici en bas qui est plus digne de journaux du quotidien féminin, avec une jolie fille et un beau médecin, docteur Mamour, qui vient appliquer sa sonde diffuse sur la jambe au sein d'un beau cabinet. Les premières publications arrivent, c'est très focalisé sur la veine, ça ne nécessite normalement ni anesthésie générale, ni tumescence. La tumescence, c'est quand on endort la veine, mais enfin, on s'aperçoit finalement qu'ils font quand même un peu de tumescence. C'est pour l'instant excessivement cher, mais il faut en parler parce que c'est peut-être notre avenir à tous, et c'est peut-être tous ce qu'on aura tous dans nos cabinets dans le futur. Là, on aura réglé tous les problèmes entre les chirurgiens, les médecins vasculaires, les interventionnels. Moi, je fais de la chirurgie, moi, je fais du laser, moi, je fais tout par le Sonoven qui, effectivement, quand je regarde ce photo, est tout à fait séduisant. Je voudrais juste finir en conclusion avec ce tableau que j'ai fait pour essayer de bien vous cadrer comment marche aujourd'hui le traitement. Vous avez ce qu'on appelle les traitements thermiques, à gauche en vert, laser endoveineux, close surface. J'ai pas mis la vapeur parce que c'est devenu, on en fait très très peu. Et je vous ai résumé en bas, ambulatoire, ça se fait au bloc, une tumescence, pas d'anesthésie générale, attention aux nerfs si on se met trop bas, pas d'arrêt de travail, remboursé par la CCM, ce qui est quelque chose d'important aujourd'hui puisque les gens peuvent être pris totalement en charge. Deuxième solution, vous pouvez faire
une technique non thermique, non tumescence. Là, ça va être divisé en deux. D'un côté, l'échosclérose mousse, que nous, les médecins vasculaires, nous faisons tous dans nos cabinets très développés, ambulatoire, hors bloc, pas d'anesthésie générale, pas d'arrêt de travail, remboursé par la CCM. Le Clarivène, à côté, si je vous parlais, c'est le MOCA, où on va mélanger de la sclérose avec une abrasion, on va aller irriter la paroi pour être plus efficace. Ça, c'est fait en ambulatoire, c'est au bloc, pas d'anesthésie générale, pas d'arrêt de travail, c'est pas remboursé. Potentiellement d'avenir, la colle, plus de thermique, plus de tumescence, pas de sclérose. On met de la colle dans la veine, en fait, on remplit la veine de colle et donc ça se fait en ambulatoire, ça se fait au bloc quand même, parce qu'il faut quand même aller dans la veine, monter un cathéter. Pas d'anesthésie générale, pas d'arrêt de travail, on peut le faire sous tension, pas de problème de nerfs, mais pas de remboursement système. Et enfin, la chirurgie stripping. Est-ce qu'on fait du stripping entre guillemets à l'ancienne ou du stripping moderne, comme nous le dit Denis Créton? Si c'est comme Denis, c'est ambulatoire, au bloc, sans anesthésie générale. Il le dit lui-même, sans trop d'arrêt de travail. Si c'est l'ancienne méthode, on va être en ambulatoire, on va plus être en ambulatoire, on va être au bloc sous anesthésie générale avec des problèmes d'arrachage de nerfs et des problèmes d'arrêt de travail. Dans les deux cas, c'est remboursé par la sécurité sociale. Voilà tout ce que je vous ai vu dire. Et pour finir, en fait, ce tableau permet à chacun et à chaque médecin de proposer à nos patients et de choisir en fonction du stade de l'évolution de la pathologie et du désir du patient, parce que il y a des gens qui peuvent avoir envie d'avoir, même si c'est pas remboursé, une colle plutôt qu'autre chose, comme on peut rouler en Clio ou en Ferrari. Chacun choisit ce qu'il veut. Je vous remercie. Merci. Merci Nicolas. Oui, bah écoutez, on a déjà une première question qui s'applique à tous les traitements, une patiente ou une personne sur le chat qui nous demande: y a-t-il un inconvénient à enlever les deux saphènes? Alors je ne sais pas si cette personne veut dire la saphène droite et gauche, ou si elle veut dire, je suis désolé, on vous explique madame, ça peut être, on a en principe 4 saphènes au total, on en a 2 qui sont les saphènes internes et on en a 2 qui sont les saphènes externes. Je suis pas de médecine vasculaire, mais je connais un petit peu. Donc en principe, en chirurgie des varices, on s'intéresse plus souvent à la saphène interne parce que c'est la plus souvent malade, mais parfois on est obligé de faire des gestes également sur ce qu'on appelle le territoire externe. Quand vous posez votre question, si vous pouvez encore prendre la parole, est-ce que vous voulez dire, est-ce que c'est un inconvénient pour un patient ou une patiente d'avoir ces 2 saphènes internes qui sont retirées, ou est-ce que c'est, voilà, vous dites les 2 saphènes internes. Alors est-ce que vous voulez répondre à cette question? Ce que j'ai compris, si vous voulez, de ce qu'on vient d'entendre, c'est que de toute façon, quelles que soient les techniques, le but est quand même de détruire les saphènes internes. Donc on peut peut-être vous répondre qu'a priori, il n'y a pas de problème de vivre sans saphènes internes, sous réserve qu'il y ait une bonne vascularisation profonde. En fait, la problématique, c'est pas tellement de les enlever ou de pas les enlever. Le problème, c'est l'indication. C'est-à-dire que si on a, c'est pas le problème de je l'enlève ou je l'enlève pas, et quelle va être la conséquence. C'est-à-dire que si on a décidé de l'enlever, c'est que la veine était refluente. C'est ce qui a été défini initialement par Frédéric Vin, c'est-à-dire qu'une varice est définie par un diamètre supérieur à 3 mm avec un reflux. Si elle a un reflux, elle va définir ensuite des conséquences définies par la CEAP, dont Sophie Blaise a parlé, et des conséquences qui, et donc Frédéric aussi a parlé, c'est-à-dire qu'il va y avoir en fait des mauvais échanges qui vont s'effectuer au niveau tissulaire. C'est-à-dire que le sang, au lieu de remonter, va avoir du mal à remonter, puisque les valves vont avoir du mal à faire remonter le sang. J'essaye de vulgariser un petit peu. Et donc du coup, en fait, le problème, c'est qu'il vaudra mieux les enlever que de les garder. C'est vrai que c'est une question qui revient très souvent. D'ailleurs, on nous pose la question, mais docteur, par où va passer le sang? Je trouve que cette personne pose quand même une bonne question. Parce que la seule chose dont il faut être certain, c'est qu'il y a encore des veines profondes qui marchent. Exactement. Parce que la seule contre-indication, madame, à enlever les veines saphènes internes, c'est qu'il y ait déjà eu, par exemple, une gravissime thrombose, une thrombose profonde, et qu'on va vous enlever la circulation collatérale qui sert à faire marcher votre membre inférieur. Est-ce que vous voyez bien le problème entre profond et superficiel? Je crois que les gens, ils connaissent peu moins bien que nous. Vous voulez rajouter quelque chose ou pas sur cette question? Non.
N'hésitez pas, hein, si vous voulez prendre la parole. Bon, voilà. Bon, donc on peut normalement enlever les 2 veines saphènes sans aucun inconvénient. On vit normalement, ça pose pas de problème. On en revient au premier concept de la chirurgie. J'enlève si je ne suis pas délétère. Voilà, exactement. Oui, oui, Albert Claude. Oui, je voudrais profiter de ce moment pour un message à la fois de la Fondation de l'Académie de chirurgie et de l'Académie de chirurgie, puisque en fait notre propos c'est d'expliquer au grand public en particulier les évolutions qu'a présentées parfaitement notre collègue Nicolas Néaume sur les traitements qui ont pu être proposés, qui ne doivent plus aujourd'hui véritablement être proposés de manière systématique, comme ça a été le cas pendant le XXe siècle, stripping, crossectomie, qui était pratiqué largue à manu, comme l'a dit Frédéric, je crois 300 000 interventions de crossectomie stripping. Je ne sais pas si aujourd'hui, tel que c'est pris en charge par la sécurité sociale, si ça ne devrait pas changer. Alors, il y a une question qui va tout à fait dans le sens, Albert Claude, du coup tu vas peut-être pouvoir répondre. Quelle est la part de la chirurgie conventionnelle, donc le fameux stripping en salle d'opération, comparée aux différentes techniques nouvelles? Alors moi je rajoute juste une chose en aparté et je me tourne vers l'orateur. Il est clair qu'on ne peut pas ne pas le dire, même si on est dans une académie qui se veut la plus scientifique, non mais même la plus scientifique possible, que parfois, et ça c'est, je m'y opposerai, et Albert Claude je sais s'y opposera aussi, certaines techniques sont mises en avant, et vous l'avez bien dit dans votre dernière diapositive, parce qu'elles sont séduisantes, parce qu'il y a un côté marketing, et ici on n'est pas pour faire du marketing et à vous dire que cette technique est mieux, et que et je peux pas ne pas le dire parce que c'est important, et donc je le dis aux gens qui écoutent ce webinaire, il est clair que le choix ne doit pas être chez moi c'est mieux parce que c'est plus beau, la machine est plus belle et parce que c'est plus moderne. Donc il y a une vraie réflexion, c'est pas facile, mais il est certain qu'à l'inverse, il faut bien répondre aussi à la question de Monsieur Benamou, c'est pas parce qu'on l'a jamais appris qu'on doit toujours faire autre chose, puisqu'un des problèmes qu'on a ici et dans notre académie qu'on défend, c'est de faire évoluer les chirurgiens au fil de leur pratique, et les chirurgiens, quelle que soit leur origine, ils ont appris une technique à l'instant T, qui était l'instant de leurs études, et vous avez vu, en regardant la merveilleuse histoire qu'on vient de nous montrer sur l'évolution des techniques, que si vous vous mettez pas au goût du jour, vous serez jamais avec la bonne technique chez vous. Donc la seule chose qu'on a en tant qu'académie, et je me tourne vers notre président, c'est de défendre que ces techniques soient mises en exécution ou effectuées parce qu'on a prouvé leur qualité, leur amélioration sur la prise en charge des patients et pas uniquement par un effet de mode. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Je sais qu'il y a les chiffres récents de la CPAM qui, pour 2020, montrent maintenant que pour le traitement des saphènes, il y a 80% de techniques thermiques pour 20% de chirurgie conventionnelle par éveinage. Il y a une inversion totale. Après, c'est ce qui est complètement corrélé aux recommandations internationales qui recommandent maintenant l'ablation thermique en premier lieu avant toutes les autres techniques. C'est l'intervention le gold standard aujourd'hui de cette prise en charge de la maladie veineuse. Je pense qu'il y a un autre message que je voulais faire passer, c'est que on est à l'Académie nationale de chirurgie, mais nous faisons, et depuis plusieurs années, la promotion des médecins interventionnels. Vous êtes ici ce soir, chers collègues de la Société française de phlébologie, invités par l'Académie nationale de chirurgie et par la Fondation. Et les collègues chirurgiens vasculaires qui peuvent penser que c'est pas bien, que faire intervenir dans le domaine des varices essentiellement ce soir des médecins vasculaires, eh bien vous êtes ici chez vous, et l'Académie de chirurgie souhaite faire parmi vous, vous pouvez être membre de notre académie qui doit comprendre à la fois les techniques chirurgicales conventionnelles, mais également des collègues qui ne sont pas passés par une filière chirurgicales de formation, mais qui sont devenus des médecins interventionnels, des médecins opérateurs. Nous sommes plutôt sur cette définition, les méthodes opératoires, les pratiques opératoires. C'est ça le domaine de l'Académie nationale de chirurgie et des pratiques opératoires. Mais moi, je pense qu'au-delà, il ne faut pas avoir peur de ces techniques. Et au contraire, un chirurgien, par rapport à nous, médecins interventionnels, aura toujours une qualité de plus et qui sait en plus opérer, je veux dire ouvrir, et il est à même, aussi bien à même que nous de faire une intervention, de faire de l'interventionnel. En fait, c'est une évolution. Il y a une technique, il y a une question sur le chat et que je vais introduire par une autre question de ma part. De tout ce que j'ai entendu de votre technique, j'ai pas beaucoup entendu parler de perforante
et de collatérales. Alors je m'explique pour les gens qui sont en ligne. Les perforantes, c'est les veines qui vont du réseau superficiel au réseau profond. Lorsque j'étais jeune chirurgien, on me disait bien, si tu enlèves la veine, c'est très bien, mais si tu n'enlèves pas les perforantes, il y aura des récidives. Donc toutes les techniques que vous nous avez montrées, il va falloir qu'on ait un recul d'une dizaine d'années, voire plus, pour voir s'il n'y a pas secondairement des récidives. Donc quelle est votre attitude vis-à-vis des perforantes? Et ma deuxième question qui va avec la question que je vous lis, qui est quelqu'un de connecté sur la chatte, c'est « Et si le problème est à la racine du membre inférieur ?» Point d'interrogation. Je veux dire le canal inguinal, une pression quelconque qui comprime le retour veineux, le but de traiter en aval est-il toujours considéré prioritaire? Donc la question de cette, si je comprends bien, c'est est-ce que si j'allais pas traiter là-haut, ça suffirait pas? Est-ce que je peux pas mettre un plug veineux bon, alors quelle est votre opinion? Est-ce que vous pouvez répondre à ces deux questions? Alors, les perforantes, les collatérales et boucher le trou en haut. Alors la première question des perforantes, j'en ai pas parlé parce que c'est vrai que c'était, j'ai fait un topo global sur le traitement et c'était grand public, je suis pas rentré dans le détail. Pour répondre plus en détail, aujourd'hui sur les perforantes, on ne s'intéresse plus qu'aux perforantes dans les stades C5, C6. D'accord. En dehors de ces stades, on ne traite pas les perforantes. C'est le dogme actuel. Alors peut-être que dans 10 ans, il va rechanger effectivement parce qu'on va avoir des... Ce qu'on peut dire pour les gens qui écoutent, qui connaissent moins bien, c'est que donc si vous voulez, normalement, il y a les veines des varices sont sur le réseau superficiel, vous l'avez compris dans le premier exposé de Monsieur Vin, et qu'on va traiter le réseau superficiel. Et je viens d'apprendre qu'on ne traite pas la communication entre le réseau profond et le réseau superficiel si le retentissement clinique n'est pas très important, car on suppose que lorsqu'on fera les veinages, qu'ils soient à la colle, qu'ils soient avec de la mousse, qu'ils soient avec un stripping, on enlèvera les petites perforantes et ça suffira. Et donc, notre orateur nous dit bien que par contre, quand les perforantes sont grosses, qu'on arrive à des stades cliniques plus importants, il faut, je pense, là aller aussi leur mettre ou de la mousse dedans ou les scléroser. Voilà, alors pareil, on peut y aller de plusieurs techniques. Hein. Il y en a qui vont aller les lier, faire des ligatures. Il y en a qui vont aller y mettre un coup de laser, d'autres de la mousse, de la colle, enfin tout. L'éventail est ouvert à tout, dans la mesure où on peut y accéder. Mais en fait, on ne traite que les perforances de gros calibre, effectivement, voilà, comme tu l'as précisé, qui sont symptomatiques. Tout symptomatiques de plus de 3 mm. Et la perforante incontinente isolée est relativement rare. Oui, tout à fait. Et est-ce que, je pose une question supplémentaire, est-ce que les lésions dans les stades avancés, qu'on va arriver au C3, C4, C5, est-ce que les lésions cutanées qu'on a vues tout à l'heure très bien décrites disparaissent après le traitement des varices? Oui, et lesquelles ne disparaissent pas? Je connais un peu la réponse, mais est-ce que vous pouvez répondre à cette... Moi, je dirais que l'hypodermite, la pigmentation, malheureusement, ne disparaîtra pas, puisque c'est une sorte de tatouage. Pour la simple raison que ce sont souvent des insuffisances veineuses profondes. Ouais. La majorité des gros troubles trophiques sont liés aux séquelles de thrombose, aux séquelles de phlébite. Et dans ces cas-là, le meilleur moyen, c'est la compression médicale élastique. Alors, on peut traiter le réseau veineux superficiel, mais il faut avant tout garder une compression médicale élastique pour éviter l'aggravation des troubles trophiques et même éviter l'apparition d'un ulcère de jambe. On peut aussi dire que les méthodes de compression pour les troubles trophiques avancés, les ulcères veineux, ont beaucoup évolué, avec l'apparition en particulier de bandages multicouches qui permettent de traiter efficacement en association avec les traitements endoveineux, thermiques essentiellement, la plupart des ulcères récidivants, voire chroniques. Bien, mais écoutez, s'il n'y a plus de questions, on va passer à ce qui va nous exciter, parce que finalement, on en a déjà un peu parlé des fake news, mais il va peut-être, justement, monsieur le professeur Mathieu Jonin va peut-être nous donner les moyens de traiter les taches sidéro, je ne sais pas comment on dit, les taches ferriques qu'on a sous la peau. Est-ce qu'on peut l'UV? Est-ce qu'il y a des crèmes pour pas avoir de varices? Est-ce qu'on va lui poser? Je demanderai à tous ceux qui sont en ligne, puisque vous voyez que fake news. Alors, ça me permet de faire une remarque. Je me permets, Mathieu, avant que vous preniez la parole.
Une des missions essentielles de la Fondation de l'Académie de chirurgie, qui est donc abritée également par la Fondation de l'Académie de médecine, c'est justement, et je me permets de le dire, de faire que ces débats auxquels vous assistez soient garantis d'une qualité scientifique sous-jacente importante, puisque cette qualité sous-jacente est assurée par des gens qui sont membres ou des académies de médecine ou des académies de chirurgie ou des universitaires qui ont des références. Et même si on a fait croire dans cette période que l'université pouvait parfois être remise en question et que on a eu l'exemple d'un Marseillais célèbre qui a remis certaines causes sur les propos médicaux, je crois que la référence de ces débats organisés aussi bien par la fac que par la FAM, c'est la qualité des orateurs et leur rigueur scientifique. Donc là, vous allez nous éviter les fake news. Voilà. On vous donne la parole, Mathieu. Je vous remercie, professeur Léla, mais la pression est assez grande parce que ce sujet est quand même relativement... j'ai eu du mal à le construire dans la mesure où on frôle le non scientifique sur pas mal de points en fait pour aboutir à du scientifique. Donc il a fallu que je surfe sur pas mal de dimensions pour y arriver. Donc bon, déjà j'ai repris et je vous redonne la définition de ce que c'est qu'une fake news. Hein. C'est une fausse nouvelle, une fausse information, une information fallacieuse. Sont des nouvelles mensongères diffusées dans le but de manipuler ou de tromper le public. Alors, le problème, c'est que lorsqu'elle touche à la santé, c'est embêtant. Et lorsqu'elle touche à la phlébologie, je pense que vous l'aurez compris, puisque là, j'arrive en dernier. Je trouve que j'arrive au bon moment, puisque finalement, vous avez eu tous les éléments pour comprendre que on touche jusqu'à 80% de la population sur certains stades cliniques. Donc, vous aurez compris que oui, ça va intéresser beaucoup de gens. Et donc, finalement, des fake news, il va y en avoir beaucoup. Alors, je vais commencer par des choses plutôt sympathiques, avec simplement un moteur de recherche. Alors bon, j'ai simplement tapé recherche, varices, traitement. Je vais vous montrer quelque chose, ça peut faire rire, je vais pas m'étaler. J'ai fait ça il y a quelques jours, hein, donc autant dire que j'ai enlevé parce que je sais pas, c'est diffusé sur YouTube, donc j'ai pas envie que l'académie, la fondation ait une plainte spécifique pour violation de copyright. Simplement, je voulais juste vous montrer que pour avoir information coronavirus, ma source ne date pas non plus d'une dizaine d'années. C'est juste cette petite chose qui m'a plu parce que plusieurs procédés peuvent être utilisés pour traiter les varices et finalement là en fait on pouvait juste lire, mais ça c'est une des premières choses sur lesquelles vous arrivez quand vous googlisez simplement traitement des varices, et vous avez chirurgie et sclérothérapie. Et ce qui m'a plu aussi, c'était de voir que les décisions entre les deux types de traitements est parfois arbitraire. Voilà, bon. Je trouve que c'est assez extraordinaire, et se dire qu'un patient peut lire ça, je trouve ça quand même déjà assez énorme quand on peut voir ce que ça peut toucher comme patient. Et autre chose qui m'a plu aussi, c'était de lire que les traitements chirurgicaux ont quant à eux une visée esthétique. Alors c'est vrai que quand on voit le super topo de Sophie Blaise qui vous montre quand même la gravité notamment des stades C6, on se dit quand même c'est quand même un peu gênant qu'on soit sur simplement de l'esthétique. Donc finalement voilà, donc bon, à un moment donné il faut savoir s'arrêter, ne pas forcément tomber dans tout ça. Alors j'ai été, ça vous reconnaîtrez peut-être aussi, j'ai enlevé la marque, mais là j'étais un petit peu gêné parce que d'une part ça ressemble pas forcément à une chaussette de compression. Ensuite vous avez le millimètre de mercure qui est indiqué. Là, il faut quand même savoir qu'on parle de dispositif médical. Là, vous avez ça vraiment en ligne sur ce qu'on appelle un marketplace. On n'est pas du tout sur un site de pharmacie ou de parapharmacie. C'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde. Vous pouvez acheter ça. Ça n'est absolument pas une chaussette de compression, telle que son nom l'indique, puisque il faudrait techniquement parlant que le pied soit pris. Là, on est sur un manchon. Là, on parlait tout à l'heure, vous en avez parlé. Donc, finalement, mon topo tombe assez bien puisqu'on a abordé un peu ce sujet-là tout à l'heure. Là, on est plutôt sur la récupération, mais quand vous lisez, c'est quand même cataclysmique puisque vous vous dites un patient qui a réellement des varices et qui va acheter ça va ne faire qu'aggraver la situation, va finir sa journée avec un œdème au niveau de son pied, au dos du pied, voire risquer des complications dramatiques. Et c'est quand même quelque chose où vous avez le terme varicose vein qui est indiqué. Vous avez une pression, vous avez une classe et vous avez le mot chaussette de compression. Et à côté, par contre, vous avez une chose qui est écrit et dont on parlait tout à l'heure, c'est le fameux manchon de récupération. Je suis allé dans le magasin mercredi dernier pour aller vérifier parce que eux ils ont pignon sur rue, je ne citerai pas leur nom non plus, et à aucun moment donné ils vous parlent de chaussettes de compression, de contention, ils vous parlent pas de varices, ils vous parlent de rien. On est vraiment dans la récupération. Et effectivement, on n'est pas sur les mêmes formes de dégression. Donc là, il y a vraiment une fake news qui est assez terrible. Et là, vous dites ils ont pignon sur rue. Alors je comprends que notre collègue de la direction générale des fraudes soit débordé, mais le problème c'est qu'on touche quand même à
à des centaines de milliers de patients et qu'effectivement, quand on voit le prix à 14 € du manchon, effectivement, on puisse comprendre qu'il puisse y avoir ici une problématique réelle. Bon, je terminerai parce qu'à un moment donné, il va falloir savoir s'arrêter, mais là, par contre, ça m'a aussi interpellé. Sur le même site, c'est moi ce qui m'a un peu choqué ici, simplement, ça a été de se dire qu'avec un patch, en fait, vous pouviez avoir un patient, et tout à l'heure, on a vu les photos. Là, quand on prend le patient entre le before et l'after, juste de regarder simplement le patient, la disparition des varices, bon, on sait très bien que c'est complètement faux, c'est un montage. Simplement, ce patient, on voit qu'il a vaguement une dermitocre, il a quelque chose qui va pas, enfin, il a une jambe qui va pas bien. Simplement, en l'application d'un patch, en fait, on lui fait comprendre qu'en gros, il va falloir qu'il attende 8 semaines, il perd 8 semaines, et pendant ces 8 semaines, ce patient va peut-être pouvoir faire des complications. Bref, on lui fait perdre du temps. On est sûr, dans un pays dans lequel on a une obligation de moyens, on a une sécurité sociale, on a une capacité de traiter les gens, et en fait, on va mettre en place ces moyens-là. Donc, en gros, faites appel à votre médecin, n'allez pas sur là, je suis sur les 2 premières pages de Google, et j'ai été chercher ça la semaine dernière. J'ai pas voulu, encore une fois, j'ai pas fait cette recherche-là il y a 6 mois. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que il faut aller, je pense, être simple et ne pas forcément rester simple. Alors moi je reviens ensuite sur des choses un peu plus terre à terre. Là j'ai voulu faire de la fake news simple. Après j'ai voulu me ramener sur moi en tant que praticien parce que il y a aussi, alors c'est pas forcément de la fake news, je m'éloigne peut-être un petit peu de mon sujet, mais un des premiers motifs de consultation en phlébologie, vous en avez parlé tout à l'heure, effectivement, c'est le C1. Pourquoi c'est le C1? Parce que effectivement, quand on reprend les chiffres, quelles que soient les études de cohorte, que ce soit les cohortes de Bonn, les études, enfin bref, elles vous montrent toutes que le C1, ça représente globalement la majorité de la population et mine de rien, c'est quelles que soient également les tranches d'âge, c'est ce qui va correspondre à la majorité de la population. Moi, ce qui est important en fait ici, c'est par rapport à une première fake news, c'est que les patients quand ils viennent nous voir sur ça, en fait, on va avoir une demande immédiate, c'est est-ce que le traitement il est définitif, c'est-à-dire quand on vient vous traiter, est-ce que c'est définitif? En fait, si vous voulez, nous on va leur dire que non, il n'est pas définitif ce traitement-là. On peut leur amener des données scientifiques aux patients. Je pense que ça c'est aussi important. Et là, vous avez 2 revues Cochrane qui sont sorties. Il y en a une de 2017 et une qui est sortie en 2021, donc très récemment, qui a été remise à jour. Et je pense que là aussi sur ça, il faut être clair et net par rapport à ça, parce que ça représente une grande partie de notre consultation. Autre point important, et ça j'insiste énormément là-dessus. Pourquoi? Parce que il y a eu un changement générationnel très important. D'abord, il y a un changement générationnel parce que je pense que les caisses de l'État ne sont plus ce qu'elles étaient. Je pense qu'également les systèmes de surveillance de la sécurité sociale ne sont plus ce qu'ils étaient. Et je pense qu'aussi, il est absolument logique qu'un traitement esthétique ne soit pas remboursé. Sauf que les déviations, on les voit et on les subit nous encore en termes de transmission de génération. Et moi, j'ai encore des patients qui me disent « Mais comment ça, docteur, vous me dites que ce n'est pas remboursé alors que moi, avant, il y en avait une partie qui était remboursée. » Enfin, des fois, vous rentrez dans des discussions qui sont extrêmement compliquées. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que non, il n'y a strictement aucun remboursement sur le C1. Et là, je m'adresse aux personnes qui nous écoutent, mais il faut comprendre que, et là, toutes les interventions qui ont pu être faites ce soir ont bien insisté sur un point, c'est que du C1 au C6, on parle de maladies veineuses chroniques. On parlera d'insuffisance veineuse chronique à partir du C2. Et ça, c'est important en fait de comprendre ça. Et j'insiste aussi sur un point, c'est qu'en 2018, il s'en est fallu peu pour que la sécurité sociale, à un moment donné, veuille dérembourser l'acte de traitement du C2 qu'on appelait asymptomatique. Et ça a été quelque chose sur lequel on a eu assez chaud. Parce que ça voulait dire que les C2 dits asymptomatiques, c'est-à-dire en gros, vous aviez des grosses varices, qui pouvaient avoir un retentissement finalement peut-être des grosses varices, peut-être un retentissement à long terme ou à moyen terme. Ces varices, en fait, la sécurité sociale, considérant qu'elles étaient asymptomatiques à un instant T, voulait les dérembourser. Donc, si vous voulez, à un moment donné, il faut rester en se disant sur un point, c'est que le C1 n'est pas remboursé quel qu'il soit. Et ça, je sais pas, je fasse le syndicaliste par rapport à ça, mais il faut comprendre aussi une chose très importante, c'est que le C6, enfin le C5-C6, si vous voulez, l'ulcère variqueux, c'est aujourd'hui, si on prend les ulcères globalement en France, c'est 2 à 4% du budget total annuel de dépenses de la santé publique en France. Ça représente des millions d'euros. L'étiologie principale des ulcères, ce sont les ulcères variqueux. Donc il faut bien comprendre qu'à un moment donné, la maladie veineuse chronique, c'est un continuum et que c'est pas parce qu'effectivement vous avez des télangiectasies que vous finirez avec un ulcère.
que ce soir, finalement, on n'a pas beaucoup parlé, effectivement, de cette notion de prévention. C'est pas parce que vous avez une téléangiectasie que vous allez finir avec un ulcère. Heureusement, ça 80% de la population qui finirait avec un ulcère, ce serait dramatique. Il y a des moyens d'éviter d'en arriver là, mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même comprendre, et ce message-là, il est important parce que, alors c'est peut-être moi, ma façon de voir les choses, encore une fois, quand j'ai fait ce diaporama-là, je l'ai fait sous mon angle à moi, et sous ce que je peux entendre aussi à côté, ou ce que l'on peut voir encore, ce que l'on peut entendre aussi du syndicat, et encore une fois, des contrôles et des redressements qui sont faits aussi par certaines caisses dans certaines régions. Il ne doit pas y avoir de remboursement sur ces actes-là. Là, on va quitter le C1 et on va toucher aux varices. Donc là, on était d'accord, le C1, ce sont les varicosités, les télangiectasies. Là, on va toucher aux varices. Donc là, mon travail est facilité puisque je pense que vous avez tous compris qu'une varice, pour le coup, on est sur une veine qui fait plus de 3 mm. Donc là, on est sur des veines qui sont beaucoup plus grosses. Donc là, si on prend les chiffres de l'HAS, Frédéric Vain en a parlé tout à l'heure, on est sur environ un tiers de la population. On parle, si vous voulez, sur d'autres, on parle sur d'autres, sur une autre dénomination. Alors, moi, c'est marrant parce que je vais faire écho, je pense, avec tout ce qui a pu être dit. Je vais pas remonter sur 100 ans. Nicolas est revenu sur 100 ans de traitement. Moi, je vais juste avoir besoin de 10 ans. Je vais utiliser ce rapport, qui est un rapport très intéressant, qui a été donc produit il y a 10 ans, tout juste. Et c'est là où, effectivement, on en parlait tout à l'heure, il y a une différence, effectivement, entre la Caisse nationale d'assurance maladie et l'HAS. C'est deux choses qui évoluent complètement différemment, si vous voulez. Et quand on regarde les propositions de l'assurance maladie sur les charges et produits, et quand on regarde la Haute Autorité de Santé, on a deux choses différentes. Pourquoi ? Parce que l'assurance maladie, en fait, qu'est-ce qu'elle disait ? Elle disait à un moment donné, mais attendez, il y a un problème. Il y a un gros problème, c'est que les varices, elles nous coûtent 36 millions d'euros juste en arrêt de travail. Juste en arrêt de travail. Ça représente 26 jours d'arrêt de travail en moyenne par personne. Elle disait quoi d'autre ? Elle disait, au moment du diagnostic, en préopératoire, et ça c'est intéressant parce que ça rebondit sur un point dont on parlait tout à l'heure, elle disait quoi ? Elle disait que, c'est une petite intermède, mais elle disait que globalement, il y avait des patients qui étaient opérés sans qu'on fasse d'écho-doppler. Et ça, on en a tous vu. C'est-à-dire, en gros, le patient, il était opéré sans écho-doppler. Il était opéré, il y avait un examen clinique qui était fait, simplement un examen clinique. Et là, Sophie Blaise a bien parlé tout à l'heure sur ce fait que la CEAP, elle est arrivée par rapport à la communication entre praticiens et qu'elle était nécessaire, mais on était capable d'opérer des patients sans écho-doppler. Alors, ok, l'écho-doppler a évolué, mais là, on est sur un rapport qui date de 2012. 2012, on n'était quand même pas à au Moyen-Âge des écho-doppler. Et si vous voulez, ce rapport-là, en fait, commençait à dire, il y a un problème parce que quand on regarde les autres pays, c'est un peu gênant parce que dans les autres pays, on est moins invasif que en France. Et alors là, ils citent l'Angleterre. Et là, ils disent en Angleterre, au Royaume-Uni, c'est 56% des actes qui sont faits avec des techniques pas invasives. Et en France, on est à 0,6%. C'était il y a 10 ans. Donc là, tout à l'heure, on parlait du 80% versus 20%. Ça a changé. Et c'est là où, effectivement, ce qui est fait ici ce soir est extraordinaire parce que c'est justement ce genre d'événements qui permettent d'inverser les polarités, de faire évoluer les choses, puisque quand on voit en fait ces rapports-là, on se dit bien que ce ne sont pas nos tutelles qui viennent contre nous. Au contraire, elles analysent des chiffres et elles disent bien attention, il y a un problème, c'est pas parce que encore une fois. Et donc là, c'est important que les patients soient conscients aussi de tout ça. C'est qu'à un moment donné, oui, il y a des techniques de traitement et oui, ces techniques de traitement. Donc là, je m'éloigne un peu de mon sujet de fake news, si vous voulez. Mais à un moment donné, c'est de ne pas intoxiquer les gens et de dire attention. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de place pour un acte de stripping purement conventionnel. Je pense qu'il y a de la place pour la chirurgie moderne dont Nicolas a parlé, ce qu'a porté Denis Creton, effectivement. Mais je pense qu'à un moment donné, envisager aujourd'hui 26 jours d'arrêt de travail, voire plus, pour un traitement des varices, ça me paraît totalement démesuré. Si tu me permets, je veux juste te faire une remarque, parce que je sais que Philippe Marr et Albert Claude y sont très sensibles. Et quand on regarde, si tu veux, en 2012, 56% des actes sont faits avec les nouvelles techniques aux États-Unis et 0,6% sont faits en France. Ça soulève peut-être un autre problème qui n'est pas le problème ni de l'assurance maladie ni autre, c'est le problème de l'innovation en France. Et je me tourne vers Albert Claude et Philippe, puisque vous savez qu'à l'Académie, on s'intéresse beaucoup à l'innovation. Et je pense que ce chiffre-là illustre bien, c'est qu'en France, quand il y a des nouvelles techniques, du fait de la longueur administrative qui est je suis désolé pour le grand public, mais il y a en France un
des problèmes de mise en œuvre de nouvelles techniques qui est souvent compliqué, à la fois parce que c'est peut-être une qualité, mais c'est surtout également un défaut, c'est parce qu'on est tellement scrupuleux, qu'on veut des essais, qu'on veut prouver, qu'on n'ose pas faire de l'innovation. Et ce chiffre-là, pour moi, illustre très très bien la difficulté de mise en œuvre de l'innovation. Je m'excuse de cette interruption, mais je voudrais que les gens comprennent pourquoi souvent on est en retard. C'est pour aussi, alors, autant les tutelles se rendent compte, et puis les autres qui sont de l'autre côté, puisqu'on a plein d'agences, disent bah non, on peut pas le mettre en œuvre parce que, etc. Je vous remercie beaucoup de ce chiffre parce que je me resservirai sûrement souvent. On va juste rajouter simplement aussi qu'on a à lutter contre, dans chacun de nos disciplines, contre le conservatisme qui reste malgré tout une première réaction initiale face à l'innovation. Et donc, il faut lutter contre ça, c'est évident. Et donc là, en 10 ans, nous avons inversé les chiffres en France, donc tant mieux. Ça veut dire que la pression de l'action faite par les universitaires, par les sociétés savantes, commence à faire son œuvre auprès des chirurgiens. Tout à fait. Et ça, c'est vrai que et puis ça donne confiance aussi face à nos institutions, à nos tutelles. C'est-à-dire que on peut pas opposer en permanence le médecin avec l'assurance maladie, avec l'HAS, etc. Et je pense qu'au contraire, on se rend bien compte qu'un travail commun en 10 ans a permis de passer de 0,6% à 80%. Enfin, c'est explosif. Mais grâce à une prise en charge des caisses d'assurance maladie. Sinon, on n'en serait pas arrivé là. Et voilà. Ils ont mis du temps pour les prendre en charge. C'est ça, tout à fait. Et c'est vrai que... Alors, en même temps, comme Richard a avancé le sujet de la place de l'innovation en santé, en particulier la prise en compte la plus rapide possible de l'innovation pour les processus de remboursement et de prise en charge, ce travail, l'Académie nationale de chirurgie travaille très activement avec le ministère de la Santé pour justement favoriser le fait qu'il y ait des méthodes qui permettent très vite de dire on déclare les nouvelles techniques dans le cadre d'un registre, on fait des évaluations et à ce moment-là, l'administration prend en charge les premiers temps de l'application de ces innovations. Et ça, c'est une modification considérable et c'est une des raisons pour lesquelles le ministère est en train de créer une agence nationale de l'innovation en santé qui va permettre de faciliter tous ces processus. Et les chirurgiens et les médecins vasculaires et les médecins interventionnels, globalement, auront certainement une meilleure attention de l'administration sur l'innovation. Ça, c'est, je pense, une excellente chose. Et je me permettais de rebondir également sur un point qui nous... Alors là, c'est aussi parce qu'on est sur du grand public. Et Nicolas en a parlé tout à l'heure. On a remis à jour, je fais partie de ce groupe de remise à jour avec la Société de médecine vasculaire des guidelines sur le traitement de l'ablation thermique des tronçaphènes, et juste pour indiquer qu'il n'y a que le recours à l'anesthésie, à la sédation, en dehors de l'anesthésie par tubescence, devait rester exceptionnel. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi, parce que malheureusement, on voit encore des centres qui fonctionnent beaucoup avec cette sédation pour des motifs divers et variés. Je pense que c'est quelque chose d'important. Et tant que je m'adresse au grand public, nous, techniquement parlant, sauf motif exceptionnel, vous n'avez pas à vous faire endormir, ni par péridurale, ni par... Est-ce qu'il y a une raison financière dans le cadre du PMSI? Il y a une raison économique due aux anesthésistes. Voilà. Et je pense qui mettent la pression sur le. Et là, je pense que nous cassons l'innovation et j'en suis désolé. C'est pour ça que je voulais le mettre ici et faire un peu mon côté un peu. Non. Il y a un bémol malgré tout, c'est que quand même la Société française d'anesthésie et réanimation lutte contre ces mauvaises pratiques et que c'est pas le fait de la majorité, c'est plutôt une minorité de collègues qui malheureusement devraient réviser leurs règles éthiques de fonctionnement. Tout à fait, je suis complètement d'accord et c'est bien pour ça que les dossiers sont en train de... C'est pour ça que je m'adressais là aux patients en disant que non, vous ne devez pas avoir. Et en fait, le souci, si vous voulez, c'est pourquoi est-ce que j'insiste dessus, c'est que c'est une perte de chance pour le patient, dans la mesure où en fait, ces techniques ont gagné en sécurité. Elles ont gagné en sécurité, et là c'est une véritable fake news, de dire écoutez, on va vous endormir la jambe, comme ça va être parfait, vous allez rien sentir, ça va être nickel, et puis 2 heures après vous serez sorti. Non, c'est fou. On a gagné en sécurité dans ces techniques grâce à l'ablation, grâce à la technique d'anesthésie par tumescence, parce que le patient peut nous amener un feedback. Ce feedback est fondamental. Il est fondamental, ce feedback. C'est grâce à ça qu'on a beaucoup moins de lésions neurologiques.
Donc si on lui fait une rachianesthésie ou une péridurale ou une anesthésie générale, c'est encore pire. Là, pour le coup, on perd ce feedback. Vous posez très très bien parce que ça permet de répondre à une question du chat qui est arrivée juste avant votre intervention. Nous avons connaissance d'un cas de chirurgie avec une complication grave, un nerf ayant été touché. Est-ce un risque fréquent? Donc, si l'intervention est faite dans les règles de l'art, elle existe, on doit prévenir le patient et ça fait partie d'ailleurs du consentement qu'on leur fait signer parce que vous pouvez toujours toucher un nerf. Mais en règle générale, si vous voulez, cette complication, elle restera temporaire quoi qu'il arrive. On a rarement eu des complications définitives sur des radiofréquences ou des lasers faits sous anesthésie par tumescence. Et la tumescence permet d'éloigner la proximité du nerf par rapport à la veine. Et donc ça, c'est vraiment un des gros avantages de cette manière de traiter les patients. Tout à fait. Et si on respecte bien... Micro. Si on respecte bien la technique et le point d'introduction, en fait, on est en dehors du passage du nerf, de la zone nerveuse. Donc, il n'y a aucune raison de créer une paresthésie. Je sais pas. Oui, est-ce que vous voulez rajouter un petit quelque chose? Vas-y, au contraire, oui, bien sûr. Parce que c'est un peu long peut-être mon truc. Je vais terminer assez rapidement sur quelques dias parce que c'est vrai que c'est assez passionnant. Donc voilà, donc je voulais terminer, revenir sur cette diapo qui m'avait quand même un petit peu choqué en fait parce que finalement elle résumait assez bien et moi elle m'avait un peu surprise. Non, c'est pas arbitraire, non, il n'y a pas que ces deux techniques là et finalement bon voilà. Je voulais juste très rapidement par vous dire que la phlébologie c'était pas que pour les personnes très âgées. C'était de vous dire aussi que non, loin de là, si, alors c'est pas du tout pour dire qu'il faut opérer les enfants, ni les adolescents, mais c'est que faut pas négliger un enfant et vous dire que c'est qu'un problème de croissance quand vous avez un enfant qui se plaint de ses jambes, parce qu'on a souvent ça en fait, c'est le syndrome de la main sur la poignée de porte, c'est-à-dire vous savez le patient, la patiente qui s'en va de votre consultation puis qui vous parle de sa fille, 14 ans, qui se plaint de ses jambes, douleur de picotement surtout après un long voyage ou de petites choses qu'elle palpe sous la peau, sous des boutons, non c'est pas des boutons forcément. Je veux dire, à un moment donné, on peut. Si vous voulez, le problème, c'est pas d'aller opérer ces enfants-là. On n'en est pas là-dedans. Après, il peut y avoir des enjeux de dysplasie ou des choses comme ça, mais on n'est pas dans ce domaine-là. Mais si vous voulez, le problème de la varice chez l'enfant, c'est que c'est pas très bien documenté. Ça ne l'est pas du tout. Autant les Klippel-Tremonnet et autres, on est dans des choses qui sont bien documentées. Les varices, elles le sont assez mal. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on a le droit, chez les enfants, d'anticiper les choses et puis de sensibiliser. Pourquoi pas de leur proposer de porter une compression veineuse pendant les voyages. Et puis, c'est de se dire que cette jeune fille, cette jeune adolescente de 14 ans, elle finira par avoir des grossesses à un moment donné. Et que la grossesse, c'est à un moment donné où, bizarrement, il y a des événements thromboemboliques qui sont, il y a un pic. Il y a un pic à un moment donné. C'est là où il y a un risque thromboembolique qui est absolument énorme. Donc, si on a à un moment donné sensibilisé cette jeune femme, peut-être qu'on aura un bilan qui va faire qu'on va éviter d'avoir une embolie pulmonaire liée à sa varice. Et juste pour vous dire qu'il n'y a aucune guidelines qui couvre les enfants. Et là, c'est les NICE, en fait, qui vous disent qu'il n'y en a pas. Autre chose, je voulais vous dire aussi, c'est juste pour vous montrer que par contre les Américains, eux, qui n'ont pas le même système que nous, ont déjà développé dans leur site internet des choses extraordinaires. Ce sont les Urban Centers auxquels on arrive tranquillement en France et qui vont aller chercher l'enfant, chercher l'adolescence. Et si tes oncles, tes tantes, tes parents sont atteints, viens faire un tour chez nous. Enfin, passe par les réseaux sociaux. Enfin voilà, on est évidemment parce qu'on touche beaucoup de gens. Chose très importante aussi, c'est ça. C'est fais toutes tes grossesses d'abord et puis on verra tes varices après. On l'entend moins, mais on l'entend encore ça. Ça, à un moment donné, c'est stop. Enfin, je pense que c'est une fake news qui commence à tomber, mais il faut arrêter. Et là, alors, ok, en France, on n'a pas de recommandation, mais le NICE, par contre, l'a écrit noir sur blanc. Il y a strictement rien qui prouve que c'est utile à une femme de faire toutes ses grossesses avant de prendre en charge ses varices. Et là, c'est pareil, ça paraît évident aujourd'hui, puisque effectivement, la varice est un facteur de phlébite, et donc du coup, ça sert à quoi? Et puis même, d'un point de vue purement éthique, la qualité de vie est quand même catastrophique. Enfin voilà, donc c'est pour vous dire que ça c'est une fake news purement scientifique et que on doit arrêter de faire les choses par rapport. Le risque thrombotique chez la femme enceinte est de l'ordre de 4 pour 1000. Donc c'est quand même pas négligeable. Voilà, le dernier trimestre postpartum, on est quand même sur ces deux phases terribles. Ouais. Je suis d'accord. Et là, c'est quand même assez terrible. Et on se dit quand même, quand on prend le score de Caprini, vous avez la varice. Enfin, c'est quand même un facteur de risque. Je prends juste Monsieur Z Raymond, 92 ans. Il vient vous voir, Monsieur Z Raymond, avec ça. Puis vous dites, non, Monsieur Z Raymond, désolé, 92 ans, on fait plus rien pour vous. Non, là, c'est pareil. À un moment donné, sortons de ça aussi. Pourquoi est-ce que Monsieur Z, on va pas traiter son ulcère? Là, c'est pareil. Je veux dire, à un moment donné, on est sur des techniques qui sont moins invasives. Nicolas l'a montré. Et là, on a l'étude
l'étude Evra, on pourra en citer d'autres. Evra, c'est 2018. Elle vous montre très clairement, vous avez une différence significative, comme quoi la suppression du reflux, elle va vous permettre de traiter son ulcère plus rapidement et de diminuer le taux de récurrence à 1 an. Donc, du coup, là, c'est pareil. Il n'y a pas lieu de ne pas traiter le reflux de monsieur Raymond. De monsieur Raymond. Voilà. Et voilà. Donc, je suis désolé, je déborde parce qu'on a un peu discuté. Le traitement fait-il repousser les varices? C'est une question que nous avons régulièrement aussi en consultation. Eh ben non, parce qu'il ne fait pas repousser les varices. Il faut savoir que ce traitement-là, ce que je dis aux patients, je dis on ne vous injecte pas de l'engrais. C'est simplement que la maladie veineuse chronique, on l'a dit quand même régulièrement, c'est une maladie veineuse évolutive. Alors peut-être qu'il y a des problèmes tactiques, stratégiques et autres. Ça reviendra là-dessus. On pourrait revenir dessus, mais non, ça ne refait pas pousser les varices. Si je porte des chaussettes de contention en continu, j'aurai jamais de varices. Je suis désolé, non. Par contre, derrière, oui, les chaussettes de contention, la compression veineuse, c'est fondamental. Ça fait partie exactement du traitement de la maladie veineuse chronique. Je vous incite juste à taper sur internet les mots suivants: HAS, BUTS, compression veineuse, et vous allez tomber sur ça. Ce sont des fiches en PDF que la HAS fait. C'est extrêmement intéressant. C'est juste des fiches qui sont toutes faites et vous avez toutes les indications pour la compression veineuse. Et vous allez voir en fait que c'est fait pour tout le monde, pour le grand public, comme pour les médecins, comme pour tout le monde. C'est le bon usage des technologies de santé. Et c'est la HAS avec toutes les indications. Et vous allez voir un truc très simple aussi, qui est interpellant, c'est que la femme enceinte, eh bien, du début de sa grossesse jusqu'aux 6 semaines de son postpartum, elle doit porter sa compression veineuse. Quelle femme enceinte fait ça aujourd'hui en France? Malheureusement, très peu. Voilà. Et donc du coup, je vous remercie pour votre attention. Bravo. On peut compléter ton exposé en disant que tout le monde peut aller sur le site de la Société française de phlébologie. Il y a tout un secteur qui est destiné aux patients, d'information aux patients, et on peut retrouver toutes ces informations, les fiches, etc. Donc, ça éclaire complètement le grand public sur des sources d'informations scientifiques et non biaisées par des intérêts particuliers. Chirurgie moderne. Bien, écoutez, est-ce qu'il y a des autres questions sur le chat? Il y en a une, mais je ne sais pas qui veut répondre parmi vous. Est-ce que c'est Mathieu ou Nicolas? On me pose une question. Reste-t-il des indications de la chirurgie conventionnelle? Nicolas. Oui. Il reste toujours des indications en chirurgie conventionnelle. Il y a des varices qui sont totalement inaccessibles aux nouvelles technologies. Alors, je vais poser une... Alors, lesquelles Moi, je vais poser une question à l'inverse. Je suis désolé, c'est un peu provocateur. Est-ce que vous avez le droit de faire de la chirurgie conventionnelle? Non. D'accord. Non. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les chirurgiens ont un atout énorme en même par rapport à nous, c'est qu'eux, ils peuvent faire de la chirurgie conventionnelle et en plus, ils peuvent faire de l'endoveineux. Est-ce que vous êtes favorable à l'idée d'un Venous Center, c'est-à-dire des centres où vous auriez, à côté, ça se trouve que ça se tombe bien dans la clinique, je ne sais pas comment c'est à Toulouse, il y a un chirurgien vasculaire et qu'on s'entend. Par exemple, alors nous, on s'entend très bien. Moi, je travaille. Alors nous, les chirurgiens font plus de varices chez nous. C'est nous les interventionnels qui faisons les trucs. Mais les 10 chirurgies stripping qu'on fait par an, c'est les chirurgiens qui le font. Donc alors, quel est le conseil qu'on pourrait donner maintenant? Madame X, qui est justement ici sur le Zoom, me dit moi j'ai des varices qui je vais consulter demain. Comment elle fait? Elle va sur Doctolib et elle tape varices. Déjà, elle va voir un médecin masculaire et après, s'il est honnête, il orientera de façon adéquate. Quelle est la position des médecins généralistes? Est-ce que vous avez des idées du délai entre le diagnostic et l'adresse à un autre médecin? Comme vous savez qu'on a tous un médecin officiellement, on a un médecin référent. Est-ce que les référents ont ce genre de fake news qu'on vient de rapporter? Mais vous inquiétez pas, madame, ça va durer, c'est pas la peine de vous faire opérer maintenant. Attendez, quand ce sera plus gros, vous viendrez plus tard. Donc ça veut dire que dans notre message, nous, en tant que fondation et en tant qu'académie, on a une fonction, si vous voulez, d'information, et je regrette parce que je peux pas aller, peut-être qu'Audrey tout à l'heure dans les statistiques nous dira qu'il y avait des médecins généralistes, mais c'est peut-être un vrai sujet de santé publique et dire il faut pas attendre parce que c'est aussi bien de les traiter au début, non? Peut-être pas aller les traiter trop tôt non plus. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir poser l'indication, effectivement. On a toujours cette notion éventuellement de greffon veineux, de se dire qu'une veine... si vous voulez, moi, il m'arrive quand même très régulièrement
de dire on réévalue à 2 ans, on réévalue à 3 ans, ma porte elle est ouverte, c'est-à-dire que si à un moment donné effectivement il y a une dégradation de vos symptômes, je reste disponible. Et là la compression veineuse va rentrer en ligne de compte, les régionodiététiques veineuses, surélever les jambes, etc., peut-être modifier votre sport, vous faisiez de la course à pied, peut-être faites de la piscine, du vélo, des sports un peu plus en apesanteur entre guillemets. On va essayer de modifier les choses si vous voulez, parce que de toutes les manières on va leur expliquer que, et c'est ce que je leur dis souvent, je leur dis écoutez, je suis désolé, mais si je vous coupe un doigt, il repousse pas. Si je vous enlève une veine, il y a de grandes chances pour que ça continue à évoluer. C'est un peu le principe. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de faire rentrer le patient dans une maladie qui de toute la manière sera chronique. Vous me reverrez. Quoi qu'il arrive, vous me reverrez. Donc le but, c'est pas d'enlever une veine parce qu'il faut enlever une veine, c'est d'amener et de poser la bonne indication. Ce que disait Sophie tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il y a le symptôme et il y a la veine. À un moment donné aussi, cette veine, il faut voir qu'elle peut aussi être très peu symptomatique et par exemple se retrouver avec des veines qui vont être à 8-10 mm. Et alors là, ces veines-là, elles sont un peu gênantes parce que elles vont avoir représenté à elles seules soit un risque thrombotique, soit aussi un risque hémorragique. C'est-à-dire que c'est des patients qui peuvent se blesser. On l'a vu sur ces photos d'ailleurs, des patients qui peuvent se blesser simplement en passant des ronces ou autres. Et là, auquel cas, ces veines-là, il faut les enlever. Par contre, ces patients-là vont vous dire, je n'ai aucun symptôme. Donc, il va falloir d'ailleurs leur expliquer à ces gens-là, écoutez, moi, il y a quand même un risque que vous fassiez une complication type embolie pulmonaire, ça existe, même après une ablation thermique. Il faut quand même que vous compreniez pourquoi on traite votre varice. D'ailleurs, on leur pose toujours la question, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là avant de les traiter. Et donc tout ça, c'est une discussion. Moi, je voudrais juste, avant la fin de la réunion, insister sur un point qui est clé. Je pense qu'il y a une chaîne entre l'information du grand public, qui est essentielle, un problème de santé publique majeur, et une chaîne entre la formation à la fois des médecins généralistes et des collègues, qu'ils soient chirurgiens vasculaires ou médecins vasculaires. Il faut la valorisation de la pathologie veineuse. C'est une pathologie complexe qu'il faut essayer de bien comprendre. Je pense que Sophie Blaise a bien montré la complexité et les collègues ont bien tous montré avec cette classification CEAP qui est fondamentale pour bien classifier les différents types de patients qu'on a soignés. Et donc nécessaire qu'on anoblisse, c'est un mot important, la notion de phlébologie. La phlébologie, c'est pas une petite pathologie qu'on met de côté, qu'on traite sur un coin de... moi, je suis chirurgien vasculaire d'un certain âge. Les varices dans le service de chirurgie vasculaire, on les laissait aux jeunes internes qui faisaient stripping crossectomie sans avoir aucune formation spécifique. Et donc, c'était un problème qui était considéré comme accessoire et simple. Or, avec la progression des connaissances, on voit bien qu'il faut véritablement complètement changer de braquet. Tout à fait. Frédéric Vin, je voudrais, avant de conclure et de partir, je voudrais dire qu'il faut être pragmatique et avoir un sens logique. En présence de varices, la première chose à faire, c'est d'aller voir un médecin vasculaire pour faire une exploration écho-doppler, évaluer l'importance de cette insuffisance veineuse et utiliser l'arsenal thérapeutique que nous avons. Nous avons des moyens médicaux par sclérothérapie à la mus, par les SAFEN de petit calibre qu'il faut utiliser en première intention. Et les recommandations le disent. Il est hors de question de faire une chirurgie d'événage pour une SAFEN qui fait 3-4 mm. C'est excessif. Et si les SAFEN sont d'un calibre plus gros, 8-9 mm, on peut utiliser les techniques thermiques ou les techniques d'événage. Il n'est pas question de faire traîner les gens avec des techniques de sclérothérapie où il y aura des récidives. Et enfin, la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'on n'a pas du tout parlé de la phlébectomie, car les gens viennent nous consulter pour des varices. On ne parle que des traitements des SAFEN. Aujourd'hui, les gens viennent pour des varices et on se doit de traiter les SAFEN, mais également les varices. Les varices collatérales doivent être traitées soit par sclérothérapie, par technique de phlébectomie ambulatoire qui donne des résultats esthétiques spectaculaires. Bien, écoutez, je crois qu'on a... Est-ce que j'ai plus de questions sur le chat? J'ai plutôt, et ça me fait plaisir, des remerciements. Je veux remercier surtout beaucoup les orateurs parce que je crois que cette séance fait partie des très bonnes séances de notre mardi de la chirurgie. Je regrette souvent qu'il n'y ait pas assez de monde, mais il y en a eu beaucoup quand même, je crois. Oui, mais je le remercie. Vous êtes... Très bien, voilà, on a un médecin vasculaire qui connaissait tout, donc voilà, c'est très sympathique d'être venu. Je demandais son point de vue. Est-ce que
Alors, il y a une improvisation qui va me faire ne pas respecter le timing. Je vais me faire attraper par mes dirigeantes là-bas derrière. Non, allez-y, une petite question rapide, réponse rapide. Je vous remercie pour votre accueil. J'ai trouvé ça très intéressant d'avoir les points de vue de plusieurs spécialités qui se rencontrent autour de cette pathologie, l'avis des chirurgiens vasculaires et des médecins vasculaires autour de la même pathologie et qui discutent des anciennes et des nouvelles stratégies thérapeutiques ensemble. Ça fait plaisir à voir pour un jeune médecin comme moi. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour cette remarque. Et je ne sais pas s'il y a encore des chirurgiens vasculaires en ligne, s'il y en a un qui veut s'exprimer, mais je crois que vous l'avez compris que l'Académie de chirurgie est en train de briser totalement les frontières médico-chirurgicales. Et ça, c'est la notion d'opérateur est une notion moderne et qu'on va devoir évoluer. Parce que vous savez, on en parle pour les varices, mais vous l'imaginez facilement, c'est la même chose dans toutes les disciplines, que ce soit la gastroentérologie, la chirurgie cardiaque et même, j'allais dire, la chirurgie gynécologique et autres. Et on est d'ailleurs en train de faire au niveau des académies de chirurgie et de médecine un véritable travail pour essayer d'évaluer la chirurgie de demain. En tous les cas, au nom de la Fondation, je vous remercie tous. Je fais un petit appel pour que cette Fondation vive le plus possible, parce qu'elle a un petit peu de mal parfois, parce que je voudrais que ce genre de choses soit entendu par des mécènes, mais malheureusement, les mécènes ne sont pas souvent le mardi soir à écouter les mardis de la chirurgie, et je le regrette parce que je peux vous dire que tout ce qu'on a produit ici au niveau de l'académie est souvent de très très haut niveau. J'invite tous ceux qui sont en ligne et ceux qui peuvent le dire à leurs amis de ne pas hésiter à aller sur YouTube. Ces débats sont retransmis, alors c'est parfois un peu long, mais je trouve qu'aujourd'hui il a été suffisamment humoristique pour qu'on puisse faire avancer les choses. Et mesdames qui sont encore en ligne, qui ont des varices, n'hésitez pas demain à aller consulter votre médecin, et messieurs aussi. Il y en a que 20% sur 80. Il y a la directrice adjointe a signalé que les hommes aussi, vous pouvez les montrer vos jambes. Et je remercie Madame Sophie Blesse qui est restée tout le temps pour vous être associée à nous. Je regrette de ne pas vous avoir pu vous serrer une main grenobloise, car j'aime beaucoup votre ville. Et je pense que les montagnards ont autant de varices, et je connais des guides qui ont des problèmes de varices, comme quoi c'est une maladie également des gens sportifs. Je peux se permettre de remercier le professeur Patrick Carpentier. Qui est là, je n'ai pas vu. Qui est son chef de service, qui a été son chef de service et auquel elle a succédé. Bien, dans tous les cas, merci beaucoup à tous, et merci à la technique, Pascal Bourret, Audrey Schmitt, Anne-Sophie et de la Taillade, et Luciane Puc qui nous fait l'honneur d'assister jusqu'au bout.